Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Du. C'est Tanguy Joubert et toujours avec mon cher co-animateur Simon Gasquet. Simon, comment tu vas? Très bien, et je souhaite la bonne année à tout le monde parce que cet épisode sera uploadé après le 1er janvier. Notre invité, alors je vais le présenter, je vais essayer de faire ça de mémoire. Son prénom vient de l'allemand Will, signifiant volonté, et de l'allemand Helm, signifiant casque. Je ne le connais pas, à part, je sais juste une chose, c'est qu'il a adoré les 2 Spider-Man en film d'animation. C'est William. Applaudissements. Bonjour. Comment ça va, William? Très bien. C'est dimanche matin, mais tout va bien. Bon, c'est bien, dimanche matin. La grasse mat, tranquille, non? Ouais, ça dépend où commence la grasse mat. Ou quand elle s'arrête. Moi, elle s'arrêtait à 10h, donc c'est bon, ça va, tranquille. Je vais pas pouvoir te poser la question où nous sommes connus parce que je ne te connais pas, donc je vais laisser Simon répondre à cette question. Enfin, vous deux, quoi. Ouais, bon, première fois qu'on s'est vu, je pense que tu t'en rappelles, c'était pas si longtemps que ça. Ouais, c'était en décembre 2022. Ouais. Donc je débarquais pour un nouveau travail à la Caisse des dépôts et je suis arrivé donc dans des beaux locaux, dans un hôtel particulier du 7e arrondissement et j'ai entendu d'abord une assemblée d'une 40aine de personnes qui parlaient de James Bond, donc je me suis demandé si j'étais au bon endroit. Et juste après, c'est là que j'ai rencontré Simon pour la première fois. Et depuis, on est collègues, on travaille ensemble. Ouais, du coup, pour l'anecdote, William avait été embauché pour revenir au 1er janvier. On faisait un séminaire sur le thème de James Bond, un mois avant. Du coup, on lui a dit de venir pour le cocktail de fin et tout, pour faire un peu connaissance avec les... C'est quoi un séminaire sur James Bond? En gros, on avait tout l'après, mais tu avais une équipe qui avait fait plein de jeux. Donc on était divisé, toute la direction, on était une 50aine, on était divisé par équipe. Et on se baladait chaque équipe affrontait sur chaque stand, entre guillemets, une autre équipe. Il doit y avoir une dizaine d'équipes. Et donc il y avait un thème quiz James Bond, il y avait un thème crochetage de serrure. Les vraies serrures et tout? Genre avec les... Ouais, c'est ça, ouais. Putain, c'est stylé, ça. Et plusieurs types de serrures, tu as celle avec les codes, où il faut que tu écoutes, Okay. c'est pour savoir à quel endroit c'est, ou c'est pas exactement c'est pas les serrures les plus optimisées qui existent, quoi, mais c'est pour le jeu. Ouais, c'est sympa. Vu de l'intérieur, ça peut paraître complètement rationnel, mais vu de l'extérieur, quand vous arrivez, que vous savez pas que c'est le thème de l'atelier, vous vous demandez si vous êtes au bon endroit. Ouais, bien, on fait une petite fête tranquille. Très bien. Il y avait quand même quelqu'un qui annonçait des résultats avec un gilet pare-balles. Là, j'ai vraiment commencé à faire demi-tour. Voilà, je sais qu'on va en avoir un autre là en décembre. Là. Ce serait peut-être un escape game ou je sais pas quoi. Mais... Et du coup, tu fais quoi à la Caisse des dépôts si c'est pas secret professionnel ou je sais pas quoi? Non, alors ça fait 9 mois que j'y suis, 10 mois, donc je commence à pouvoir un peu mieux expliquer mon métier. Donc le podcast arrive au bon moment. C'est un métier qui est nouveau pour moi, donc je suis auditeur. Donc ça veut dire que je fais de l'audit. Tu écoutes? J'écoute en grande partie. Explique audit pour des gens qui audit pas du tout du milieu financier. Audit, donc globalement le but du métier, c'est de s'assurer que d'autres métiers ne prennent pas trop de risques. Globalement, différents types de risques. Donc ça peut être des risques opérationnels, des risques financiers, etc. Et donc nous, notre métier, ça va être de faire des missions, des interventions ponctuelles qui durent 3 mois, durant lesquelles on va essayer de s'assurer qu'une direction, qu'un service, qu'une personne ne va pas prendre trop de risques ou faire prendre trop de risques à l'entreprise, à la banque. Genre, du coup, donc, c'est quoi? C'est en termes de... Tu n'investis, du coup, c'est ça? Voilà, concrètement, c'est une mini-enquête. Donc, le premier mois, on délimite un peu. On a une mission, on reçoit une lettre de mission. Ouais, c'est cohérent avec James Bond. Ouais, voilà, c'est ça. Ce message se détruira dans 5 secondes. Là, elle ne s'autodétruit pas. Elle est stockée précieusement dans les archives. Et avec cette lettre de mission, donc on a une mission qui est définie pendant 3 mois. Donc on lui dit, vous allez voir telle personne sur tel sujet. Et après, il y a un peu 3 temps. Il y a un premier temps où où on rencontre les audités, donc des personnes qui travaillent sur plein de sujets, toutes les personnes impliquées sur le sujet de la mission. Et on va les voir. On va arrêter un programme de travail pour un peu le menu, les sujets sur lesquels on va enquêter. Et après, pendant 1 mois, on a une phase d'investigation
Donc on va enquêter, on enquête sur la base des documents qui sont disponibles, sur la base des résultats d'autres missions, sur la base de ce que les audités vont nous dire. Donc les personnes qu'on interroge vont nous expliquer. Et après, on rédige un petit rapport qui a pour but de formuler, si besoin, des préconisations, des recommandations pour corriger certaines failles qu'on a pu identifier. Ok, mais ça demande du coup, parce que vous jugez les risques, donc ça demande de l'expérience aussi. Vous avez des archives ou des livres ou des trucs qui disent bon bah s'ils ont tel résultat c'est risqué, s'ils ont tel résultat c'est pas risqué. Ou c'est à vous de le sentir quoi. Ouais, c'est quand même plus à nous. Bah après t'as le truc où t'es jamais balancé tout seul sur une mission, donc t'es un peu. Oui. T'as pu avoir plusieurs avis de gens Au début tu peux pas savoir d'expérience. Si c'est risqué ou pas. Oui, mais d'après, genre moi les premières missions, tu vois, bah j'y connais rien, tu vois, en plus c'est mon premier taf, donc j'ai vraiment pas d'expérience. Mais tu rejoins une équipe d'auditeurs qui ont déjà fait ça, qui connaissent un peu l'entreprise, et puis t'as un manager qui connaît aussi bien, qui a plus de recul. Tu es assistant auditeur au début. Non, t'es auditeur quand même, mais t'es un peu plus en retrait. Tu fais un peu plus ce qu'on te propose de faire, et puis avec l'expérience après tu apprends à avoir des idées pour essayer de trouver des trucs. Mais des idées, c'est-à-dire bah tu vois, imagine je te donne un truc où ils ont codé un programme. Ouais. Et je te dis, on vérifie si le programme marche. Toi, tu pourrais dire, bah vas-y, je vais tester si je mets des valeurs aberrantes, genre des chiffres négatifs sur des. Ça peut être vraiment sur n'importe quoi Voilà. d'être audité. Ah, tu peux être audité sur tout. Ouais. Mais l'idée, c'est aussi d'apporter un regard extérieur. Donc il y a plein de choses qui peuvent paraître évidentes, mais quand tu es au quotidien dans ton travail, tu te rends pas forcément compte qu'il faut archiver, garder une trace de tes données, qu'il faut de temps en temps vérifier ce qu'il y a dans ton code. Tu peux arriver sur un poste, moi ça m'est arrivé sur mon poste précédent, tu arrives sur un poste, on te donne un code, tu dois le faire tourner en 12 heures pour écrire une note, tu le fais tourner, tu n'as pas le temps de regarder en détail ça, puis après quand la commande revient, si c'est un truc que tu fais une fois par an, bah, ça va vite de reconduire et de traîner des erreurs. Et le but c'est aussi d'aider les métiers à identifier ces erreurs qu'ils n'ont pas forcément le temps de regarder au quotidien. Ouais. Et donc ça, après, il y a une partie bon sens, il y a une partie bonne pratique aussi. C'est un peu toujours sur les mêmes. Enfin, il y a un socle de base de bonnes pratiques à avoir. Donc, par exemple, sauvegarder régulièrement. Sauvegarder régulièrement. Éviter qu'il y ait une seule personne dans l'équipe qui soit capable de faire une tâche précise, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde aussi. Et du coup, l'audit, c'est vraiment à l'intérieur de la Caisse des dépôts ou c'est sur des trucs extérieurs? Oui, alors c'est à l'intérieur, c'est de l'audit interne. Okay. Donc en fait, nos missions vont porter que sur des départements ou des personnes qui sont à l'intérieur de la Caisse des dépôts. Le problème, c'est que la Caisse des dépôts, c'est grand, qui a plus de 70 filiales. Et donc on embarque, nous, les filiales aussi. Donc on peut aller voir dans la Caisse des dépôts, sur les 3000 personnes de la Caisse des dépôts, ou sur les 300 000 si on compte toutes les filiales. Il y a des filiales connues de la Caisse des dépôts? Ouais. Je sais pas si on peut présenter ce que c'est la Caisse des dépôts. Ouais, j'avoue. Vas-y, William, je te laisse l'inviter. Ouais, alors c'est je l'appelais moi, donc je te laisse dans la merde. Non, alors donc à la Caisse des dépôts, donc je vais donner une définition un peu partielle puisque littéralement chaque semaine je découvre un peu plus ce que c'est, mais c'est une banque publique tentaculaire qui a plein d'émanations, qui historiquement donc qui a été fondée il y a 2 siècles, qui historiquement avait le monopole sur les forêts. Donc je crois que c'est une partie après la Révolution française, il y a pas mal de forêts qui ont été saisies et qui ont été affectées à la Caisse des dépôts. Et donc le but de cette banque, c'était gérer les forêts. Après, elle a récupéré l'argent du livret A. Donc en fait, à chaque fois que tu poses 100 € sur ton livret A, il y a 66 € qui vont à la Caisse des dépôts. Et l'argent des notaires. Donc à chaque fois que tu déposes 300 000 € pour acheter un appart, ça arrive tous les jours. Ça n'arrive pas encore. Je suis dans la période où je suis locataire encore. Ouais, quand ça arrivera, bah, tu verras que tu fais un chèque à la Caisse des dépôts. Du coup, la Caisse des dépôts, elle a un peu ses 3 sources de revenus historiques. Donc, c'est une banque qui a de l'argent un peu magique qui tombe avec le livret A, les dépôts des notaires et les forêts. Et elle utilise cet argent pour investir dans des projets de très long terme. Donc, pendant longtemps, c'était le logement social. Et maintenant, il y a un nouveau projet de long terme qui arrive, c'est l'environnement, globalement. Et après, avec le temps, grâce à cet argent affecté directement à la Caisse des dépôts, en fait, tous les grands projets d'investissement de l'État sont passés par la Caisse des dépôts. Donc, ça va des voies ferrées à plein de types d'investissements. Et les projets de relance après la Covid. Les projets de relance, voilà, une grosse partie du projet de relance après la crise sanitaire a été gérée par la Caisse des dépôts.
Et ça se passe soit par des investissements directs de la Caisse des dépôts. Donc, si vous allez dans un... Maintenant que je suis à la Caisse des dépôts, je m'en aperçois, mais je suis dans un petit village qui fait une exposition sur un peintre, mais que cette exposition, elle est au format numérique, elle est un peu innovante, c'est souvent financé en partie par la Caisse des dépôts. Quand vous lancez une entreprise et que vous levez des fonds, ou vous avez des prêts d'honneur, des choses comme ça, vous montez un dossier auprès de BPI France, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, qui participe à financer un peu l'économie. Quand vous allez à la Poste c'est une filiale de la Caisse des dépôts, etc. Donc, il y a plein de filiales. Les plus connues, c'est la Poste, la Banque Postale, Orpea, on en parle pas mal en ce moment, BPI France, Compagnie des Alpes, la qui ont Compagnie station de des ski, Alpes. la station de ski, le Futuroscope et le parc Astérix. Voilà. Le Futuroscope, c'est la Caisse des dépôts? C'est la Caisse des dépôts. Ok. Une filiale de la Les Caisse des remontées mécaniques dans les Alpes, c'est quasiment toutes. C'est marrant. La Parce que Caisse ça des fait dépôts. vraiment. Oui, c'est comme historiquement, il y a les forêts et les notaires, tu vois, c'est le truc. Ça va pas vraiment ensemble et là, ils ont continué à faire ça. Et il n'y a pas le CPF aussi qui était financé par la Caisse des dépôts? Si, il y a une grosse mission sociale à la Caisse des dépôts. Ok. Et donc, il y a notamment le CPF et les retraites, une bonne partie des retraites qui sont gérées par la Caisse des dépôts. Mais il y a ils centralisent vraiment énormément de choses. Moi, c'est quelque chose qui me fascine vraiment au quotidien, c'est le nombre de branches insoupçonnées qu'a la Caisse des qui n'ont dépôts. rien à voir les unes des autres. Et qui n'ont rien à voir. C'est vrai qu'il y a remontée mécanique avec le Futuroscope, avec le... Ouais, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers, il y a ICAD, par exemple, il y a un petit bout de RTE, qui s'occupe du transport et du réseau d'électricité en France. Il y a le viaduc de Millau. Il y a... Ok, bon, je pense qu'on peut, on peut faire la liste nombreuse. Les cinémas, enfin bref. Du coup, c'est quand même une banque de base. Mais c'est une banque publique. C'est une banque publique qui a la chance de pouvoir avoir une vision de très long terme. Et du coup, dès qu'il y a un projet de très long terme à mener, ils sont souvent là-dedans. Okay. Donc, par exemple, là, avec la surcollecte qu'il y a eu pour le livret A, donc leur ressources historiques, immédiatement dans le débat public, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu la tentation de l'utiliser pour financer le nucléaire. Donc, typiquement, un enjeu de très long terme, assez important et qui coûte très cher. Et du coup, le candidat idéal, c'est la Caisse des dépôts. Ok, c'est un bon résumé de la Caisse des dépôts. À chaque fois, j'ai dit 100% de ce que je savais sur la Caisse des dépôts. À chaque fois, maintenant ça va, mais je disais la Banque des dépôts quand je parlais à Simon, il disait non, c'est la Caisse des dépôts, mais bon, finalement, c'est quand même Banque des territoires. Il y a Transdev qu'on n'a pas cité dans les filiales, qui a des bus qui creusent des métros un peu partout. Côte d'Ivoire. Sur Terre, en Côte d'Ivoire. Je ne ferai pas un montage avec toute la liste des trucs que tu as mis, parce que je pense que il y en a quand même pas mal. Et du coup, vous avez déjà bossé ensemble sur une mission? Ouais. La dernière. Ah. La meilleure. C'est sarcastique. Hein? Sarcastique. C'était pas la meilleure. Ah, d'accord. Je voulais savoir si vous pouvez le dire ou pas. C'est secret. Au pire, on peut couper. Non, je pense que c'est pas le droit de dire. Non, dire. on peut pas le dire, mais D'accord. Le thème nous intéressait tous les deux. Ouais. Pour différentes raisons. Donc, on était assez excités à l'idée de travailler sur ce sujet. Et après, le déroulé de la mission en lui-même était assez intéressant parce qu'on a rencontré quand même pas mal d'interlocuteurs. Et après, il y a eu plein de rebondissements un peu de toutes les natures. Je vois bien. En mode cinéma, c'est genre, il y a Simon qui lit un document qui est en mode, quoi? Mais non, mais avec la musique dramatique, le dézoom, et il court en mode, j'ai trouvé. Mais non, c'était une bonne mission. Puis j'étais content de travailler avec Simon. Parce que tu connaissais d'avant. Enfin, se connaissait non, pas trop. On avait, la mission a commencé pas mal en échangé mai, sur juin, ouais. Et on a juste arrivé en janvier. Donc, voilà. Ok. Ah oui, oui, parce que c'est 3 mois l'émission, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça peut durer plus, moins? Globalement, c'est 3 mois, 4 mois le temps de tout boucler. Et après, ça dépend de la complexité de la mission, du périmètre. Par exemple, si tu commences à tirer la ficelle pour aller voir les filiales, c'est naturel de déborder, de faire un peu plus que si tu as un service bien défini. Mais t'as des 3-4 mois la règle. T'as des comment ça s'appelle, des deadlines, ou genre si tu dis là je dois aller interroger cette filiale parce qu'ils ont un rapport, du coup ça va être chaud de le faire en 3 mois. Et t'as pas une deadline sur la mission en tant que telle, mais tu dois en faire 3 par an. Ok. Donc si tu veux tirer la deuxième mission, tu commenceras l'autre en parallèle, quoi. D'accord. Donc après c'est quand même moi quand je regarde par rapport un peu à ce que font mes amis ou les postes que j'occupais avant,
c'est quand même un métier où on est très, très autonome. On est globalement maître du temps. C'est assez rare, à part Félindra. Mais c'est assez rare d'être maître du temps au travail. Donc, tu choisis quand tu mets tes entretiens, quand tu rends le rapport, quand tu rends tes conclusions. Et c'est assez agréable, du coup, au quotidien. Ça permet de s'organiser et t'es toujours toi qui impose un peu ton calendrier aux autres plutôt que l'inverse. C'est comme si t'étais en thèse, quoi. Tu gères un peu ton temps comme Ouais, tu veux, quoi. c'est une thèse. Avec des collègues et un peu plus de deadline. Et un peu plus de thunes aussi. Un peu plus court. Et un peu plus de thunes Le mois aussi. devient une année. Et plus d'argent. Ouais. Bon, c'est pas une thèse, du coup. Merde. Il y a quand même des similitudes avec la thèse un peu. Ça peut être vu comme un mini travail de recherche. On a des hypothèses, on veut les vérifier, on va rencontrer des gens, on lit des articles, on fait un peu de code, on met en forme des Excel et on a des conclusions. Donc, enfin, des thèses en économie. Ça arrive des fois t'as envie faut que j'interroge lui, machin, sauf qu'il a un rendez-vous dans 1 ou 2 semaines. T'es en mode, putain, je sais pas sur quoi avancer avant d'interroger cette personne. Bon, ça fait très enquête là, hein, mais je suppose que c'est pas totalement comme ça. T'as des choses à faire en parallèle, etc. Non, mais... ça se passe vraiment comme ça. Ça se passe vraiment comme ça. C'est un mélange de stratégie des audités pour éviter l'audit, mais c'est le jeu. C'est un peu le jeu du chat à la souris. Et en même temps de contraintes opérationnelles, et c'est aussi un des intérêts du métier, on interroge souvent au niveau responsable, manager, donc qui ont des emplois du temps qui débordent, très chargés. Donc il faut pouvoir trouver le créneau, stabiliser le créneau et réussir à échanger, etc. Donc c'est aussi une des difficultés de créer un peu une relation de confiance avec les audités pour les voir suffisamment. Ça peut être un peu, vous êtes un peu le genre enfin pas les méchants flics, mais genre en mode les chercheurs de merde des fois. Ouais, vous êtes comme on n'est ça. pas Enfin, très attendu. considéré. Voilà, si on peut éviter de nous voir, on le fait. D'accord. Oui, Mais, c'est particulier du coup parce que quand vous rencontrez les audités, c'est dans ton bureau, dans le bureau du mec. Bah, moi, j'imaginais un truc comme ça. J'imaginais vraiment qu'on débarquait. Police, ouais, c'est ça, police de la Caisse des dépôts. Une petite carte. Posez ce téléphone. et que du coup, on avait des entretiens dans autour d'une table ronde, dans des petites salles, etc. En fait, depuis le Covid, je pense peut-être que Simon a connu un peu. Non, je suis arrivé C'est Teams. après le Covid. Ouais, c'est Teams. Ouais. Donc Bon. on se connecte en retard, on gère 2-3 problèmes de connexion et puis l'entretien est très timé. Ça a des avantages parce que ça facilite l'organisation énormément. Donc on peut rencontrer beaucoup plus de gens, j'imagine, et c'est plus facile. Par contre, on perd un peu l'informel qu'on peut avoir. Oui, le naturel. Voilà, le quand naturel. Teams, c'est un peu chiant. Enfin, c'est moins. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu vu dans des missions, notamment la dernière, où on a réussi à mettre des entretiens physiques et ça change beaucoup Même le rapport que tu as avec la personne. Le rapport non avec la personne. Ils sont plus stressés. Ils suis à grosse goutte. Non, mais s'ils le sont, tu peux le voir, ou tu peux, enfin, t'as tout le non-verbal, quoi, que tu peux un peu plus voir. Ouais, puis tu appuies dessus. Tu t'évites du coup, c'est un peu bête, mais t'es concentré, quoi. Oui. À la fois, côté auditeur et côté audité, tu fais pas deux trucs en même temps, t'es pas dérangé, t'es un peu dans ta bulle, donc c'est pas mal. Est-ce que ça arrive que genre les audités savent qu'ils ont fait un peu de la merde ou que il y a des risques et qu'ils essayent de le cacher, ou au contraire ils vont être un peu en mode d'essayer de, enfin est-ce que ils veulent essayer de passer à travers ou pas, quoi? Je pense que je pense que s'ils savent qu'il y a un truc, ils vont le dire dès le début, parce que si si tu le vois. Oui, sinon c'est vraiment la merde, mais je suis d'accord, mais. J'ai au moins une bonne exception en tête. Ah. Il y a pas mal de stratégies. Oui, c'est exactement comme un entretien avec un enfant avec la main dans le pot de confiture. Oui, bah voilà. T'as toutes les stratégies. Hein. T'as l'évitement. Généralement, dans 90% des cas, tu dis oui, j'avais la main dans le pot de confiture. Mais après, il y en a qui vont dire non. Je vois bien un enfant. C'est pas moi. Non, c'est pas ma main. Regardez. Après, je sais qu'il y en a qui arrivent au début de la mission, ils te disent, voilà, nous on sait que ça marche pas bien, que ça s'est amélioré et tout. Mais qu'on fait comme ça, quoi. Non, voilà, ils disent, on est pris dans le truc, on n'a pas le temps, on n'a pas le recul, on n'a pas les connaissances pour changer le truc. Ouais. En termes de positionnement, on a aussi un peu ce rôle. C'est de l'audit interne, donc c'est globalement bienveillant. Oui. Le but, c'est quand même que nos collègues, c'est leur éviter des erreurs et leur faciliter la vie. Donc même si c'est toujours embêtant d'avoir l'audit, un rapport, ça expose, ça mobilise du temps, des ressources, etc.
à la fin des fins, c'est quand même pour les protéger. Donc c'est un peu une assurance. Ouais, puis surtout si c'est un mec de 25 piges qui vient de te dire bon alors là t'as fait de la merde. C'est écrit là, regarde sur le papier. Non, ça peut être pris un peu, même si c'est fait avec bienveillance. Bah Tim, c'est bien là, pas de caméra. Oui. Je parle plus grave. Oui, clairement, bah c'est tout. Enfin, bon, Simon, tu fais pas très âgé. Non, mais j'ai une voix grave. Donc, oui, c'est vrai, tu as une voix grave. Du coup, Tim, ça marche très bien. Tim, c'est parfait. Faut mettre une photo un peu ténébreuse et couper la caméra. Désolé, ma caméra ne marche plus. Je suis Batman. Ah, j'arrive pas, moi. Voilà, moi, ouais, oui, moi, ça, je pense que les gens, si j'étais auditeur, ça serait vraiment bizarre de voir, je suis petit, j'ai pas forcément, je suis pas forcément à l'aise à l'oral, genre, sûr de moi, machin, comme ça, donc ça, c'est vraiment genre, qui c'est que ce petit con merdeux, là, qui me dit, comment je dois faire mon taf, etc. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, en ingé informatique, tout ça, des fois, ça nous arrive aussi d'avoir des audits. Surtout, bah, pareil. Alors, ça peut être interne, externe, mais souvent, c'est quelqu'un de l'extérieur du projet qui va venir et juste, il va dire, bon, ok, il va juste dire, ok, ça va pas, machin, ça, c'est bien, et juste faire un état des lieux du truc. Mais il vous le fait pourquoi? C'est qui l'a demandé? Simon, il va venir chez vous, attention. Attention. Ça commence comme ça, les entretiens. Des fois, ça peut être l'équipe, parce qu'ils savent que c'est un peu la merde. Ça nous avait un peu arrivé récemment. De genre juste, il y a un truc qui va pas et en fait, tu sais qu'est-ce qui va pas, mais t'arrives pas forcément à mettre la main sur comment améliorer le truc. Et juste d'avoir quelqu'un qui connaît un peu le milieu de l'entreprise, etc., mais qui connaît pas du tout le projet, etc., et qui vient. Le regard extérieur. C'est ça, regard extérieur. Ça va pas être forcément sur la qualité du projet ou le développement, c'est juste sur, comme tu dis, la mise en forme du truc de, bon, bah là, il y a que 2 personnes qui bossent sur ça et il y en a une qui est à fond à 100% là-dessus. C'est clairement un problème parce que elle est seule et à 100% là-dessus. Donc, il faut changer les choses, tu vois, comme ça. Et souvent, les gens sont quand même, comme en plus ça vient de l'intérieur et qui eux demandent en gros de l'aide, bah souvent les gens prennent le truc bien parce qu'ils savent qu'il y a un problème et ils veulent une solution justement pour aller mieux, pour que ça soit, que ça se règle et qu'il y ait plus ce genre de problème, surtout si c'est lié au niveau organisationnel. C'est lié au niveau idée technique, tout ça. Bon là, tu changes la personne. Enfin, c'est plus facile de gérer. Organisationnel, c'est trop dur de changer, surtout quand t'as 10 personnes. C'est pas forcément comment faire. Ok, bah, je pense qu'on fait petite parenthèse sur la sur le métier. C'est intéressant parce que c'est pas le truc qui est. Enfin, c'est pas un métier d'auditeur. C'est pas le métier courant, je veux dire. On a combiné des trucs difficiles, là. Auditeur et caisse de dépôt. Voilà. Puis comme ça, avec cet épisode, les gens sauront mon taf. Oui, parce que personne ne sait ton taf. Je disais quelques bribes, mais. Oui. Moi, je le dis jamais. Je me présente jamais comme ça en soirée. C'est chiant, la soirée. Impossible. Je suis auditeur à la caisse des dépôts. De vrai discours. Les 2 personnes n'ont pas compris ce que c'était. C'est quoi un auditeur et c'est quoi la caisse des dépôts? C'est ça. Tu dis quoi, du coup? Quand tu te présentes, pardon, William. Bah, je serais preneur aussi des tips de Simon. On va un peu commencer à échanger, mais. Je suis banquier. Ouais, alors, banquier, ça ferait vachement, t'imagines courir avec un gros sac. Gros sac d'argent. Gros sac d'argent. Non, je dis que je travaille dans une banque publique d'investissement. Ce qui peut être vu comme des pays, mais bon. Et que je vérifie que les autres font bien leur travail. ça fait vraiment un peu le truc, attention, je suis derrière toi. Je te mets la petite table. C'est pas encore pleinement satisfaisant. Oui. Ouais, moi, ça dépend soit oui. Non, mais c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai que c'est pas. Mais en fait, il n'y a pas de réponse satisfaisante parce que en fonction de qui tu parles, t'as pas du tout le même. T'as plein de chemins, il faut pas prendre le même. Ouais. Moi, je sais que ça dépend. Tu vois, des fois, je vais dire plus ma compétence que j'ai. Parce que William, on verra dans la présentation après, mais il a un profil économiste. Oh, il tease. Et moi, j'ai un profil mathématique. Du coup, soit je présente, je fais des revues de modèles mathématiques à la caisse dépôt. T'oublies le côté auditeur, donc je n'en parle pas trop. Ou alors sinon tu peux axer sur la caisse. Tu te dis moi je suis dans une banque qui fait la gestion des livrets A. Tu as le livret A, tout le monde sait ce que c'est. Du coup t'axes un peu le truc. Ou après si c'est quelqu'un qui est un peu plus du milieu financier ou comme ça, là, tu peux dire auditeur.
Là, mais Oui, voilà. c'est vrai qu'auditeur, c'est que dans le monde de la finance un peu. Enfin, Ouais, c'est mais principalement dans le monde. auditeur, Ouais, c'est principalement, jamais je pense. trop ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Moi, j'avais fait un stage en audit, et malgré ce stage, enfin, j'avais fait 2 stages en audit, et malgré ça, je savais pas trop ce qu'était auditeur après. Oui. T'avais Sur- fait un stage en audit, toi aussi, non? Non. Bah, je fais mon alternance. Bah, je fais l'alternance au même poste, en fait. Oui, ok, d'accord. mais audit, en général, les gens l'entendent souvent par revue de compte. Enfin, qui valide les comptes et tout d'une entreprise. Genre, Commissaire au compte, ouais. Mais nous, c'est pas le cas. Ça, c'est quand tu fais de l'audit externe, c'est ça. Sinon, on peut dire inspection générale. Mais là, ça Là, fait, là, c'est le flic, là. Mais là, ça fait, ça fait des impôts, genre, Ça fait des impôts, ouais. vous me donnez tous les dossiers, là, vous prenez tous les ordinateurs, allez hop. T'es fini, mon gars, t'es fini. Et du coup, on va peut-être aller à la présentation. William. Bon, c'est présenté, là. Allez présenter le truc, mais il peut présenter autre chose. Oui, c'est vrai. William, présente-toi qui tu es. Qui je suis. Non, présente-toi de la manière dont tu sois, veux que ouais. tu sois entendu. Je peux t'inventer une vie, voilà. C'est exactement ce que je... Non, bah, je m'appelle William. Je viens d'avoir 29 ans, donc bientôt 30. Ça se rapproche. J'ai grandi un peu partout. J'ai grandi entre Lyon et la Bourgogne, globalement. Et Ça fait une grande ça fait fourchette. une grande. Ouais, en fait, mon père était proviseur de lycée, donc il était muté Souvent. régulièrement. Donc ça, et ma mère avant travaillait chez EDF, donc elle aussi était mutée. Donc on combine les deux mutations. Enfin, c'était vraiment. Elle travaillait où à EDF? Elle travaillait dans la comptabilité et elle a travaillé à Lyon, à Annecy, à Tours, puis elle est revenue à Lyon. Voilà, c'est un peu le circuit. Et du coup, bah, avec les mutations soit de mon père, soit de ma mère, Ouais, on changeait très vite. ça bouge. Et donc j'ai grandi un peu à Cluny, en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Fameuse Je suis allé à abbaye. Lyon. Exactement. Tu connais l'abbaye de Cluny, Simon? Ouais, bah, je viens de Bourgogne aussi. Il y a donc, 2 personnes qui connaissent l'abbaye de Tu viens de Cluny Bourgogne? autour de la table. Bah, Ça, ma c'est famille pas maternelle passé. est de Bourgogne. Ouais. Ah, ok, d'accord. Bah, De toute façon, Cluny, il y a 2 trucs. Il Et y à a l'abbaye. arrêt métier et abbaye. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Désolé Cluny, mais on vous définit en fonction de ça. Je pense que même les Clunisiens disent. Oui, c'est bon. Allez, abbaye, arrêt métier, allez, Ouais, hop. c'est ça. Passe à autre chose. Et après, je suis allé à Lyon, après un peu à Vienne, au sud de Lyon, à 30 km au sud de Lyon. Et ensuite, je suis remonté à Lyon pour faire ma prépa. Je fais 2 ans de prépa à Lyon. Ensuite, j'ai Quelle prépa? Prépa Juliette Récamier, qui est très méconnue. Oui. C'est une prépa qui était physiquement à côté de Perrache, Ok, qui était en face de l'université Lyon 2. d'accord. Et en fait, j'avais une prépa un peu particulière, puisqu'elle se calquait sur le modèle des écoles normales supérieures. Donc, il y a une partie des cours à la fac et une partie des cours en prépa. Donc, en fait, je faisais, je sais pas, j'avais le matin en prépa de 8h à 13h au lycée. Et ensuite, on traversait le pont et on allait suivre nos cours à la fac à Lyon. Puis, on revenait l'après-midi au lycée pour faire des cols, etc., etc. Et donc, après ces 2 années du coup, en prépa éco, T'avais un concours, Économie. du coup, à la fin? il y avait un concours. C'était un concours d'entrée à l'ENS, donc l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Moi, c'était Cachan avant, qui a un département économie-gestion. Donc moi, c'était le concours pour aller dans ce département que je préparais. Et les matières, c'était microéconomie, macroéconomie, mathématiques beaucoup, et culture générale, en gros, et des langues. C'était un peu ça. Tout à fait, le NS Paris. Du coup, j'ai fait l'ENS qui s'appelle l'ENS Paris-Saclay maintenant. Il y a l'ENS Ok. Sud, il y a 4 ENS, il y a Ulm, Lyon, Ah Paris-Saclay. oui, Ulm, c'est la plus connue, je Et crois. Rennes. Ulm, en c'est maths, l'ENS historique, c'est c'est la ouais, plus ça. connue en maths. C'est là où il y a toutes les Celle où il y a les matières concours nobles, impossibles la pour venir. philosophie, les maths. Et après, il y a d'autres ENS. L'ENS Paris-Saclay, c'est la seule ENS au départ, pendant un moment, qui avait un département économie et gestion. C'est ce que je voulais faire. Ulm, c'est plutôt après une prépa BL, pour aller dans un département économie qui s'est un peu créé récemment, enfin qui s'est réinventé un peu récemment. Et voilà, donc j'ai passé ce concours, j'ai eu le concours et je suis arrivé à l'ENS en 2012. Ouah. Eh ben, écoute, nous étions encore au collège à cette époque. Voilà. Et du coup, après mes études, donc l'ENS, historiquement, forme plutôt des profs, des chercheurs ou des fonctionnaires, même s'il y en a de plus en plus qui vont dans le privé. Et donc moi, j'hésitais un peu entre les trois. Et finalement, j'ai fait un mélange des Fonctionnaire. trois dans mon parcours.
J'ai un mélange de fonctionnaire. J'ai travaillé à la Banque de France. J'ai un peu prof. Donc, j'ai passé l'agrégation. Et ouais, Ah, t'es l'agrégation. agrégé. Ouais. Agrégé. Tout à fait. T'es agrégé. Ouais, je suis agrégé d'économie-gestion. D'économie. Ouais. Putain, stylé. Je savais même pas, je crois. Ah bah voilà. Et ben c'est bien le Breaking but de news. l'émission, de découvrir un pote. Et au tout départ, j'ai passé l'agrég en me disant que j'allais faire prof. Donc, j'ai réussi le concours de l'agrégation. Pendant l'ENS ou juste Donc, après? c'était, ouais, en fait, En parallèle. la première année à l'ENS, c'était L3, Ouais. M1, Oui. M2. Et en fait, l'année de M2, j'ai préparé l'agrégation. Ok. Et du coup, là, je l'ai eu à la fin de l'année. Et quand je l'ai eu, je l'ai dit un peu autour de moi. Ah, j'ai l'agrégation. Et tout le monde me disait, oh, mon pauvre, je suis désolé. Faut T'es dans la surtout merde, pas que tu allez. fasses prof. Ouais, c'est ça, bon courage. Donc, j'étais un peu surpris. Et après ça, j'ai fait une année de césure. Et donc, je me suis dit, bon, finalement, il y a d'autres choses qui me plaisent bien en plus. J'aimais bien l'enseignement, mais il y a d'autres choses qui me plaisaient beaucoup à côté. Et après une année de césure où j'ai vu un peu plus le métier de fonctionnaire, je me suis dit, les concours de la fonction publique m'intéressent bien. J'ai préparé les concours de la fonction publique. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la Banque de France après. Et du coup, t'as jamais enseigné en soi. En fait, j'ai enseigné, mais j'ai jamais pris de poste. Mais j'ai enseigné à côté comme enseignant vacataire. Ok. Donc, je donne des cours un Pendant peu la- à côté du ton Pendant ton année de préparation ton année de césure. Ouais, alors pendant mon année de césure, mais après, je continue à donner. Là, par exemple, en ce moment, à la Caisse des dépôts, je donne des cours soit le samedi matin, soit le matin avant d'arriver au travail. Mais t'es engagé par la Caisse des dépôts. Je suis engagé par la Caisse des dépôts. Et à côté de ça, sur mon temps libre, en fait, en quelque sorte. Deuxième taf. Voilà, j'ai un deuxième mini-métier qui me prend quelques heures, mais c'est pas énorme, de prof où je donne des cours en école de commerce où je vais intervenir un peu en prépa, des choses comme ça. Et du coup, la Caisse des dépôts est au courant, du coup. Enfin, je suppose Oui, que en fait, dans ces cas-là, t'as quand un t'es... double contrat ou un truc comme Ouais, ça, non? c'est ça. En fait, t'es embauché comme vacataire. Et donc, tu dois signer une autorisation de cumul. Donc, tes supérieurs hiérarchiques, les cumul des RH, mandats. etc. Exactement, ils t'autorisent à cumuler une activité à côté de ton travail principal. Et donc, c'est assez encadré. Et globalement, donc le motif est un peu flou. Je sais pas la formulation exacte, mais tu as le droit de faire des activités, c'est pas évanescentes, mais quasiment. Enfin, Oui, en mode genre. en gros, tu as le droit à l'enseignement, à l'art, tout ce qui est formation, où là, ça pose pas de problème. Et après, si tu veux aller dans des activités plus précises, créer une entreprise, des choses comme ça, là, c'est plus qu'une autorisation de cumul. Il faut passer dans un comité de déontologie pour qu'on vérifie que ce soit pas incompatible, etc., etc. Oui. Mais donc, moi, je tombe dans le cas où c'est de l'enseignement. Il y a beaucoup, Oui, il y a beaucoup de gens qui font ça. Beaucoup de gens qui font ça. Beaucoup de fonctionnaires font ça. Oui, je suppose en fonctionnaire, peut-être c'est plus simple aussi. C'est plus simple et c'est d'autant plus simple quand tu as un métier où tu es maître du temps. Parce que c'est pas gênant si tu arrives une fois dans la semaine à 10 heures. Ça change pas. Tant que tu fais ton. Voilà, après, tant que tu rends ton rapport et que Oui, tu c'est ça. compenses. Puis après, je sais pas, vous avez un contrat à l'heure, à la semaine ou au jour? Parce que je sais que selon les. Au jour, ouais. Ouais, c'est ça. Quand t'es fonctionnaire, je crois que c'est au jour. Enfin, je sais qu'à EDF, ils ont des contrats au jour. Techniquement, Ouais. ils peuvent venir un jour, travailler 1 heure et voilà. Bon, ils le font pas, évidemment, mais. Oui, nous, Plus, y a c'est pas à l'heure, à la pas semaine, du tout, suivi au niveau des horaires. Sur ce point aussi, on est très autonome. Donc, on gère. L'important, c'est que le travail soit fait, qu'il soit bien fait, et d'être disponible en cas de, s'il y a une réunion importante, j'annule ou je déplace le cours. Tu peux en dire un peu plus sur ton poste à la Banque de France? Ouais, alors la Banque de France, donc j'ai passé le concours de la Banque de France. Donc une fois qu'on est pris au concours, on ne sait pas sur quel poste on va être affecté. Donc il y a une sorte de mini Parcoursup interne pour savoir où on va arriver. Et donc moi je suis arrivé un peu par hasard sur un poste qui m'a beaucoup plu, c'est un poste d'économiste prévisionniste. En fait, je faisais des prévisions, un peu comme des prévisions météo, mais pour l'économie. Au Avec début, les je les faisais probas avec. Alors il y a une Les partie probabilités. proba, mais c'est pas le plus gros. C'est plus des modèles. C'est plus des modèles. Ouais. En fait, la base, c'est des modèles. Donc, au tout début, sur mon premier poste, je faisais ce qu'on appelle du nowcasting. Je faisais de la prévision en temps réel. Donc, j'essayais de prédire ce qui se passait dans l'économie à l'instant T. Et du coup, c'est savoir en ce moment que fait la croissance française. Est-ce que des emplois sont créés ou sont supprimés? Est-ce que les prix augmentent? Est-ce qu'ils ralentissent, etc., etc.
Oui, ils augmentent. Il n'y a pas besoin d'être à la Banque de France pour savoir ça, quand Je connais même. la réponse qui est la même depuis 8 mois. La croissance ralentit, les prix augmentent et les emplois se créent un peu. Enfin, se créent pas, mais le chômage diminue. Je me disparaisse. On sait pas où ils sont. Et du coup, pour faire ça, effectivement, on utilisait beaucoup de modèles qui se basaient sur ce qu'on appelle des soft data, des données d'enquête un peu. Donc, il y a la Banque de France, l'INSEE, qui appellent des chefs d'entreprise, qui appellent des ménages pour avoir leurs sentiments sur l'actualité. Et nous, on récupérait ces informations, on les faisait passer à la moulinette d'un modèle pour faire une prévision de PIB, de produit intérieur brut, d'inflation, de chômage, etc. Après, il y a des modèles un peu plus compliqués, où là, on va avoir des données un peu plus originales. On va aller voir le nombre d'occurrences de certains mots cherchés sur Google. Donc ça, par exemple, les exemples qu'on aimait bien suivre, c'était pendant les gilets jaunes, pendant les grèves. On regardait le nombre de fois où le mot grève était cherché sur Internet. Et c'est un proxy de l'ampleur de la grève, par exemple. Quand il y avait des grèves parlées à la SNCF, on regardait le nombre de fois où il y avait Train supprimé, etc. Et tu peux voir si la grève dure, si elle continue, si elle est démobilisée, etc. Pareil pour la réforme des retraites. Donc là, c'est des données sur la Banque de France, du coup, genre sur les. C'est un impact sur la croissance. En fait, c'est un impact sur la croissance puisque quand tu as les grèves parlées de la SNCF en mai 2018, c'est quand j'arrivais. En fait, ça ralentit la croissance trimestrielle de 0,2 à 0,3 points de PIB. Donc, globalement, ça fait qu'il y a à la louche 30-40 milliards d'euros qui n'ont pas été produits, puisque les salariés n'ont pas pu venir au travail, n'ont pas voulu venir au travail, etc. Donc, ça a des impacts assez importants. Et à la fin, s'il y a moins de richesses créées, du coup, il y aura plus de dettes publiques, il y aura potentiellement des emplois supprimés, etc., etc. Et du coup, toi, tu cherchais plus les causes, les conséquences, et tu reliais, tu dis, ok, bon, voilà, après coup, on a vu qu'on a perdu 0,3% de points de PIB. Et en fait, on pense que c'est comme avec les indicateurs que tu recherches. Ouais. C'est à cause de ça. Exactement. Que tu mets en lien. C'était aussi un peu un travail d'enquête. On avait plein de situations un peu paradoxales. Donc, par exemple, pourquoi alors que il y a le deuxième confinement, l'activité baisse un peu, baisse moins. Pourquoi le chômage diminue alors que le nombre d'emplois créés a diminué? Pourquoi l'inflation accélère alors que les prix à la pompe diminuent? Enfin, des choses comme ça. Donc, c'est un peu des mini points qu'on essayait de comprendre pour mieux comprendre l'actualité. Donc, et voilà. Puis après, on regardait d'autres données. Donc, il y avait ces données Google. On regardait les données carte bancaire pas mal aussi. Donc, en fait, il y a une grosse base de données qui répertorie à chaque fois qu'il y a une transaction faite par carte bancaire sur le territoire français, elle va sur une grosse base de données. Donc, elle est anonymisée, etc. Mais on peut savoir que une baguette de pain a été achetée à tel endroit. Tu sais ce qui a été acheté? On connaît le sirène, l'établissement, donc le secteur. Donc, on peut savoir. Donc, on voyait, par exemple, pendant la crise des Gilets jaunes, qu'il y avait moins de consommation dans les centres commerciaux les samedis après-midi et plus les vendredis après-midi, par exemple. Donc, ça permet de construire un peu une histoire pour comprendre ce qui se passe dans l'économie vraiment en temps réel. Et donc, ça, c'était des modèles classiques. Et après, à côté de ça, on faisait des choses un peu plus probabilistes, stochastiques, où on essayait de pondérer un peu nos prévisions, de dire il y a 20% de chances que la croissance augmente, 80% qu'elle diminue, des choses comme ça. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était super intéressant. Et après, pendant 3 ans, j'ai fait des prévisions de finances publiques. Donc, regardez comment la dette de l'État... C'est toi qui as changé de poste ou c'est moi qui ai redistribué aléatoirement ou C'est moi qui ai changé de poste, c'est moi qui ai demandé à changer de poste. Parce que le premier poste, c'est des prévisions mensuelles. Donc, tous les mois, on faisait une prévision. Donc, j'avais fait 2 ans, donc 24 prévisions. Donc, au bout d'un moment... avérées bonnes qui était très très bonne. Très bonne. Non, globalement, le métier de prévisionniste, c'est quand même se tromper. J'ai fait une prévision de se tromper, donc c'est pas grave. Mais en fait, au début, c'était un peu frustrant parce qu'on disait on se trompe. Mais ce qui compte, c'est se tromper moins que les autres. Et pour le coup, le président de la Banque de France, on se trompait moins
à court terme, on se tromperait moins que l'INSEE, par exemple, pour plein de raisons, mais puisqu'on utilisait aussi des données qui étaient un peu plus récentes. Vous avez tous accès aux mêmes données que l'INSEE aussi, ou parce que Tout si le monde, vous n'avez pas les mêmes données, c'est sûr Ouais, que... tout le monde a accès aux mêmes données. Alors nous, on avait accès aux données Banque de France un tout petit peu plus tôt, Oh. 3-4 jours avant. Mais par contre, il y a les données d'enquête Banque de France ou certaines données un peu plus fines qui sont pas publiées. Là, on avait le monopole dessus, mais c'était pas trop l'esprit. L'esprit, c'était quand même de travailler avec l'INSEE, avec le Trésor. Et on avait d'ailleurs pas mal de réunions au format ce qu'on appelait tripartite, où on voyait le Trésor, on voyait l'INSEE, et chacun vendait sa petite version de l'histoire. Et Chacun avait sa prévision, des grands son truc. débats. Voilà. Et après, finances publiques, où là, c'était vraiment budgétaire. Donc, c'était savoir quand Emmanuel Macron dit 6 septembre 2020, on va faire un plan de relance de 100 milliards d'euros. Et nous, on prend ce plan de relance et on le décompose. Et du coup, tu l'intègres dans tes prévisions et des trucs comme ça, non? Voilà, exactement. On le décompose. On dit, ah bah, il y a telle partie, ça va être plutôt de la subvention d'entreprise. Telle partie, ça va être un chèque qu'on va faire directement au ménage. Cette partie, ça va être... donc c'est toi qui répartis. Lui, il dit, je veux 100 milliards d'euros, et c'est vous qui répartis. Lui, il annonce. Ensuite, c'est annoncé dans plein de documents budgétaires qui font 300, 400, 500 pages. Et nous, après, on va essayer de tout réconcilier, de retrouver les 100 milliards d'euros. Quand tu dans les... donc, il y en a que 20, là, ils sont les 80. Donc, on se dit, alors, quand il y a 100 milliards annoncés, donc par exemple, pour le plan de relance, il y a 100 milliards annoncés, c'est le chiffre qu'on retient. Mais en réalité, en vraies dépenses budgétaires, donc des dépenses qui conduisent vraiment à un chèque, l'argent qui sort, c'est 67 milliards. Tu vas t'apercevoir que dans les 100 milliards annoncés, il y a 8 milliards qui avaient déjà été dépensés avant avec le chômage partiel, mais qui ont été rajoutés pour atteindre les 100 milliards. Tu vas voir que on t'annonce 20 milliards de dépenses, mais c'est pas vraiment des dépenses, c'est des garanties au cas où que tu accordes à une banque, au cas où la banque fait faillite, des choses comme ça. Donc nous, on démêle un peu le vrai du faux, on démêle la com de la réalité économique. Donc pour ça, c'est vraiment un travail d'enquête. Donc c'est un peu ce que font les assemblées. Jackson, j'ai trouvé les 8 milliards, ils sont page 453. C'était entre vraiment, parenthèses. C'était complètement ça. C'était l'objet des mails qu'on envoyait. On passait des journées, des nuits à chercher ces contrôle 3 milliards manquants. Ouais, 10 milliards. C'est jamais les mêmes montants parce qu'il y a différentes comptabilités. Enfin, c'était. Est-ce qu'ils vous les donnent en papier comme ça, tu peux pas faire un contrôle? Alors pendant très longtemps, on récupère en papier. Quel enfer. Ouais, c'était. On n'avait pas des super moteurs de recherche comme celui géré par Simon. Et puis t'as beaucoup de trucs où c'est des images, donc tu peux pas faire contrôle F. Tu gères un moteur de recherche, Simon? Ouais, non, c'est juste dans la caisse, on a un truc où c'est une sorte de Google sur nos documents. Oh. Et du coup, tu peux taper les mots et ça va. Genre, si tu tapes arbre, bah, tu vas voir les premiers documents, c'est là où il y a plus de mots arbre qui vont ressortir. Enfin, vraiment comme Google, mais c'est que sur nos documents à nous. Pas mal. Et ça lit les images. Ouais. Et ça ossérise tout, quoi, aussi. Ça lit les images. Bah, si t'as un papier qui est scanné, mais tu sais qu'il est... Ah, il va analyser la. Bah, mais tu sais, il y a des documents où le truc a été scanné, mais du coup, tu peux pas faire de contrôle F. Oui. Et lui, il transforme ça en un truc où tu peux faire les contrôles F. Ah. Du coup, il arrive à. C'est le document où c'est souvent sur les vieux documents qui étaient à l'époque, qui ont juste été numérisés, mais qui n'étaient pas. Ok, pas mal. C'est ce qui permet de partir le vendredi à 18h et pas à 20h. Pas à 20h. Ouais, c'est hyper utile. Et ça, on n'avait pas ça. Puisque c'est des PDF qui sont scannés à l'arrache et qui sont transmis au Conseil des ministres, qui sont publiés sur d'autres sites, repris. Enfin bref. Oh non, la tâche de café sur le budget. Oh, je ne sais pas quel. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir un peu la Caisse des dépôts. C'est que je me disais à chaque fois qu'il y avait une ligne avec un problème. Pourquoi il y a 20 milliards qui passent sur la Caisse des dépôts? À chaque fois qu'il y avait une ligne un peu complexe, bon, ça partait à la Caisse des dépôts. Et après, c'était redistribué entre ce qu'on appelle les opérateurs de l'État, donc entre des filiales, des choses comme ça. C'est-à-dire la thune qui est pas à la Caisse des dépôts ou les documents? Ouais, en fait, la France donne 20 milliards à la Caisse des dépôts en disant tu te rémunères un peu sur les 20 milliards, mais surtout tu distribues ces 20 milliards à des entreprises qui ont telle ou telle caractéristique. Donc par exemple, concrètement, il y avait une enveloppe de 900 millions d'euros dans le plan de relance qui visait à réhabiliter les friches industrielles. Donc ça, l'État, il sait pas où il y a des friches industrielles, il sait pas. Mais la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts fait un peu guichet, et donc c'est la Caisse des dépôts qui va faire le filtre
Donc les gens vont envoyer des projets en disant j'ai une friche industrielle à réhabiliter, on va en faire une super guinguette, ce sera de place to be à Rennes. Je sais pas, Toulouse, Montpellier. Genre la première ville qui arrive. Les villes de guinguettes, quoi. Les villes de guinguettes. Ou le 12e arrondissement. Et du coup, la Caisse des dépôts va dire oui ou non, ça remplit les critères, on sélectionne le projet, et une fois qu'on a sélectionné le projet, là, on verse l'argent. Et on vérifie ensuite que la friche est bien devenue une guinguette et pas... Et pas, oh mince, on a fermé, mais du coup, on a de la thune pour nous. Enfin, un micro-bar participatif qui a fait une marge de 20 millions d'euros. Et donc là, typiquement, c'est un cas où l'État donne l'argent à la caisse qui doit ensuite le distribuer. C'est un peu ce rôle d'intermédiaire. Et donc, je voyais dans toutes les lignes où les choses étaient hyper compliquées, il y avait caisse des dépôts, caisse des dépôts, caisse des dépôts. Ah, BPI France. Ah, mais ça va, ça, caisse des dépôts, caisse des dépôts, caisse des dépôts. Et du coup, t'avais décidé, en fait, tu as un agent double. En fait, je suis toujours en train de chercher mes 8 milliards. Ouais, c'est ça. Et mec, je vois bien. Je vais incruster la banque des dépôts, faire semblant. La caisse des dépôts. Attention. J'ai dit la caisse des dépôts. T'as dit le manque des T'as dit la banque. Putain, merde, la caisse des dépôts. Donc tu es sous couverture, voilà, on t'a grillé. Donc ça sera censuré. Ce podcast sera censuré par la Caisse des dépôts et la Banque de France, du coup. Et la Banque des dépôts. Et la Banque des dépôts. Voilà un peu ce que je faisais à la Banque de France. Très bien. Et du coup, après, tu t'es barré, tu t'es dit... Du coup, j'ai changé après. Mais j'ai changé sans vraiment changer. Je suis passé d'une banque publique de 200 ans, tentaculaire mais méconnue, à une autre banque publique de 200 ans, tentaculaire mais méconnue. Mais c'est la même chose. Et tu trouves le lien entre la Banque de France et la Caisse des dépôts, c'est qu'en fait, c'est le même truc. Genre, c'est l'Hydra pour Marvel, tu vois, vraiment, qui a incorporé tout l'État français, etc. Ok, c'est cool. Enfin, c'est une chose où je vraiment connais pas beaucoup. T'entends parler des fois un peu de loin et. Ouais, moi c'est un métier alors que j'avais fait pas mal d'économie, c'est un métier que je connaissais très mal, la prévision économique. Du coup, tu dois quand même aussi avoir un peu une connaissance même générale de l'état de la France, l'état de l'économie et pour être dedans quand même. Ouais, ça c'est un des gros plus, c'est que ça t'oblige à vraiment bien comprendre tous les mécanismes économiques. Ouais. Donc un gros moins aussi pour certaines personnes. Non mais oui, du coup ça te force. Ouais, c'est assez formateur. T'es dans la comptabilité nationale. Si tu fais pas, t'es un peu plus dans la mer. Alors tu te dis si je m'intéresse, du coup forcément je vais être plus efficace dans mon travail. Quoi. Après, honnêtement, c'est vraiment intéressant. Ça peut paraître un peu aride dit comme ça, oui. mais c'est assez cool d'aller au travail pour essayer de comprendre. Enfin, tu lis un article dans la presse et tu te dis est-ce que c'est vrai ou pas, quoi. C'est ça que t'as pas un métier où t'es paresseux intellectuellement, je veux dire. Enfin, ça te stimule et d'essayer de comprendre et tu dois te tenir à la page aussi. Ouais. Alors après, je sais pas si. Paresseux, c'est. Non, mais je veux dire. Aucun métier. Non, mais. Mais oui. Par contre, t'es obligé d'être proactif et pour le coup, tout change, quoi. Oui. Donc t'arrives le matin, la France a livré en avance un paquebot à 1 milliard d'euros, Est-ce que vous avez un abonnement à l'Écho ou genre en mode ouais, on a un abonnement à l'Écho sur la cafette où il y a tous les journaux le matin en fait. Ah ouais, on recevait tous les journaux. Les journaux. Les journaux. Il corrige la faute alors que tu viens de le faire. Je rêve. C'était un piège depuis le début. Je suis de l'Académie française. Oui, j'ai répété le journal. Oui, non, mais je me suis même pas rendu compte, tu vois, je l'ai dit, et vraiment, je l'ai répété. Bon, dis journaux, voyons. Je n'écoute pas quand je parle, en fait. Et là, maintenant, William, on va passer à un petit jeu. Alors, c'est un multi-blind test. Donc, c'est, en gros, Tanguy a pris 6 chansons, ça? Ouais, 6. Il a pris 6 musiques, qu'il a mis les unes sur les autres. On va entendre le brouhaha. Il faut que tu trouves. Et en fait, on doit trouver. C'est donc lui, il connaît les chansons et nous, on est l'un contre l'autre. Et c'est celui qui trouve le plus de musique vite. Alors, dès que tu trouves une chanson, je l'enlève. Okay. Comme ça, après, il y a la récente. Ah oui, ok. Et dès qu'il en reste que 2, faut trouver les 2 en même temps. Ah, excellent. Alors, j'ai pas du tout un cerveau à blind test, donc vraiment pas. Alors là, du coup, en fait, c'est pas du tout le même truc. Parce que c'est pas du. Faut réussir à isoler une piste. Ok, très rigolo. Alors, on va. C'est parti. On va danser. Ouais, putain, On va danser. Oui, c'est la vie. C'est. De qui? C'est le titre.
C'est pas Magic System ou un truc comme ça? System, moi, Non, c'est Khaled. Ah oui, c'est juste Khaled. Khaled. Juste Khaled, ok. C'est C'est la dire 113. Oui. Ouais, c'est la première où je me suis dit, normalement, il a trouvé assez vite. Je remets du début. En mutant, c'est la vie. Ah, est-ce qu'il y a, Oula. J'étais en train de bouger le son et tu m'as fait peur. est-ce qu'il y a pas un Indochine? Non. Ah, merde. J'ai entendu les paroles, mais j'arrive pas à trouver le titre de la chanson. Ah, j'ai, How next you are, next you are. Enfin, je connais pas ni le titre, ni la... Ni les paroles. C'est, Ni l'air. Never Gonna Give You Up de Rick Allez. Astley. Ah, ouais. Je sais pas si tu connais. Si, ouais. Never gonna give you up. Never Exactement. gonna give you. Je Je l'avais pas reprends du les- tout entendu. Moi, j'essaie de. Oui, c'est pas celle que donner tu une autre chanson entends. française. Oui, il y a une chanson française Ouais, avec qui est- une voix. J'y arrive pas, Merde. moi. Mais je sais même pas si je la connais, du coup, Exactement. Bah ouais, c'est la chanson où je savais pas si. Moi, je l'ai vue en 5e. C'était une chanson. Spoil pas, où spoil c'est- pas. Oui, non mais alors en fait, c'est telle chanson. Ouais. Il y a encore Ekaché, là. Hein. Non? Il est pas- Oui, oula, oui, il y a est pas encore. mute, J'ai une minute si je peux là. me permettre. Hein. De remettre un peu d'ordre dans le. Tout à fait. Donc il en reste 4, là, normalement. Il en reste Là, 4. il en avait 5. 5. Enfin, c'est pas une chacun, quoi. Ouais. Il en reste 4. C'est la chanson, mais j'ai pas le titre. C'est quoi? Je pourrais la rechanter, mais. Oh, vas-y. Non, mais j'ai pas les paroles, non. Non, ça a l'air. Et... Tu vois, sa chanson française? Ouais, la chanson Je française. la connais pas, donc Il y a deux je l'aurai chansons jamais. Franco. Sinon, on françaises. l'enlève en point neutre, mais je peux la chanter, c'est. La 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 la. Oui. La 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 la. Mais je sais pas. Je la connais, mais je sais pas qui c'est. Je sais pas Bon, c'est Julien Clerc. Fais-moi une place. Ah, ouais, je connais pas. Je pense que c'est peut-être l'une de ses plus connues. Je connais pas trop Julien Clerc, après. J'en connais une de Julien Clerc, mais c'est pas celle. Plus que 3. Plus que 3. J'en mets du début à chaque fois parce que. Ah, bah oui. Bah, au premier temps de la valse de Brel. Alors, ce n'est pas le titre de la chanson. Ouais, bon, c'est Brel. En tout cas, tu me dis que l'auteur, ça marchait. Donc, La valse à mi-temps. ouais, ça valse à mi-temps, ouais. Je la connaissais pas. Ok. Donc là, il reste. Ça, deux c'est années chansons. 90? Ça, c'est années 60. Oui, ah non, Au mais début, j'allais dire Jean Brassens. il m'a dit, fais un blind test années 90-2000 ou machin. J'étais en mode, oui, bon, d'accord, mais j'ai pas envie de mettre que ça. Je vais mettre quand même des chansons connues d'autres. Bon, donc là, il n'y en a plus que 2. C'est vrai que ça devient Ouais. beaucoup plus simple. Donc là, faut trouver 2 d'un coup. Ouais. Je pense qu'il y en a une que vous l'avez, mais l'autre, ça dépend. Ça dépend de votre culture. Ok. J'en ai une. Moi, j'en ai une. Ouais. Je pense qu'on a la même. Moi, c'est un générique de film. Ah, c'était le générique? Ouais. Et bah, Ah, moi, j'ai l'autre, moi. ouais, je pense que vous Ah avez bah. les deux, Il y a le générique de The Office. ouais. Et moi, j'aurais jamais eu le générique de The Office. Et l'autre, c'est la musique de OS 77, là. Ouais. Bambino. Ah ouais? Je l'ai pas du tout entendu. Celle-ci. Ah oui, effectivement. Oui, parce qu'il y a un moment où il dit Bambino et du coup, sur un... Bambino, Bambino. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par le colloque de Clément qui parle arabe, qu'il dit vraiment des choses, un vrai Ah ouais dialecte en arabe. Enfin, il a vraiment Ok. appris la chanson en arabe et ça veut dire quelque chose. Ah là là. Parce que lui, il me dit, bah, cette chanson, elle veut rien dire. Il dit la merde. Et après, il écoute, il fait, ah non, il veut dire, il m'a traduit presque en direct, Ouais. en mode genre, Ah ouais, les gens marchent dans la rue, machin, etc. Improbable jusqu'au bout, ce film. Très bien. Mais du coup, ça fait égalité parfaite. Ouais, 3-3. C'est rigolo comme principe. Ouais, mais c'est très dur Et à c'est dur, concevoir ouais. et à se dire est-ce qu'ils vont trouver, Ouais. est-ce que c'est écoutable. Ouais, j'imagine. Ouais. Et c'est pour ça que des fois je le réécoute et genre je me dis bon, il faut mettre une chanson au début qui est assez facilement trouvable, même si c'est un brouhaha total. Ouais. Genre oui, c'est la vie, tu l'entends quand même assez rapidement.
C'est surtout genre si tu mets des chansons avec des grosses basses ou des gros scores, enfin des gros chœurs, ça s'annule. Genre je voulais mettre un autre truc, je voulais mettre le générique de Friends, Ouais. et en fait il se neutralisait complètement avec Oui c'est la vie. Ok. Donc je l'ai enlevé et Ah oui, j'ai mis un truc. c'est En pas fait les c'est deux vraiment qu'on aurait associés. si t'as une voix j'essaye de faire genre un truc où il y a qu'une voix. Un Là truc le piano il instru, s'entendait bien, tu pouvais l'entendre dès le début. Un truc avec un chœur, etc. Ah ouais, ça doit être dur. Moi, la difficulté que j'avais, c'est une fois que j'entends un bout de chanson, je reste sur celui-ci. Oui, bah c'est ça qu'il faut faire. Et après, ouais. mais si tu le trouves pas, t'es Mais né. oui, Ouais, c'est ça. Et là, t'es je tournais Julien Clerc, par exemple. Pour continuer un peu sur l'économie, Ah, ça fait 1 heure qu'on fait sur l'économie. t'as sorti un petit livre, William? Oh, J'ai sorti un livre il y a 2 semaines. je l'apprends. Voilà. Je le découvre. Ouais, j'ai sorti une bande dessinée que je faisais avec 2 amis sur l'économie de l'environnement. Donc, l'idée, c'était un peu que pendant là, tout le parcours que je décrivais, j'ai pas trop. Il y avait très peu de place pour l'environnement, alors que c'est globalement peut-être le sujet qui intéressait le plus. Et c'était, je me souviens quand on passait les concours, donc pour le coup il y a 10 ans, même l'agrég, etc. Quand il y avait un sujet d'économie de l'environnement qui sortait, c'était la panique, c'était branle-bas de combat, j'ai rien à dire, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ce qui est un peu étonnant comme situation, alors que c'est quand même peut-être Un des l'enjeu enjeux majeurs, principal maintenant. de maintenant, des années à venir. Et du coup, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas vraiment d'ouvrages de vulgarisation vraiment accessibles sur déjà sur l'économie, il y en a peu. Sur l'environnement, il y en a pas énormément. Et il y en a peu, c'est souvent à travers des témoignages un peu personnels. Donc par exemple sur les algues vertes, il y a une BD en ce moment et un film. Et donc nous, on a pris un peu une perspective inverse et on s'est dit avec Julie et Adrien, avec qui on a fait la BD, qu'en fait, en économie, il y a un peu un paradoxe qui est qu'il y a 200 ans, l'environnement était partout. On se disait dans tous les modèles, toutes les tentatives de modélisation, etc., tous les raisonnements partaient de la Terre. On disait on est ancré dans une planète, on produit avec la Terre, etc., etc. Et après, on a un peu oublié, on a fait des beaux modèles mathématiques, mais Sans environnement. complètement flottants, sans environnement, sans se dire ça s'inscrit. On n'a pas ces ressources illimitées là en fait. Non, c'était ça. Alors, au fond, je peux comprendre parce que au début du 20e, tu découvres le pétrole, tu as juste à mais tu fais un attends, trou ça, dans c'est le bien, sol, ça. ça sort. Enfin, tu te préoccupes pas forcément de ça et c'est normal. Il y avait toujours des courants un peu qui s'intéressaient à ça. Il y avait de l'ornithologie économique, il y avait des courants un peu à la marge qui regardaient ça, mais ça a été très vite mis de côté. Et après, tous les modèles de référence, les modèles de croissance exponentielle, où on suppose que les ressources sont illimitées, ça pose pas de problème conceptuel. Ça n'a pas posé de problème conceptuel visiblement. Et du coup, plein de décisions de politique publique se sont prises sur cette base. Et donc, depuis quelques années, quelques dizaines d'années, on redécouvre que l'économie, ça n'a pas vraiment de sens si on ne prend pas en compte la planète. Et donc, nous, on a voulu faire un peu le focus sur ça, sur un peu toutes les théories ou toutes les notions d'économie qui sont importantes pour comprendre un peu l'actualité en matière environnementale. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le prix de la tonne de carbone passe de 30 à 90 euros Ouais, voilà. ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi l'Union européenne essaye de mettre en place une taxe carbone aux frontières est-ce que ça a du sens d'un point de vue écologique de diminuer les prix à la pompe de 15 centimes, des choses comme ça. Et donc ça fait appel à des mécanismes économiques assez intuitifs en fait, mais souvent méconnus où souvent les gens ont un peu peur et se disent oula non c'est de l'économie, je vais pas aller, je laisse tomber, c'est trop compliqué, je vais pas aller dedans. Et les économistes en jouent aussi un peu. Voilà, donc l'idée c'était de mettre un peu tout ça en image. Et voilà, de fil en aiguille, on a fait ça. On a commencé le projet avec le confinement en fait. À la base, c'est un projet de confinement. Ça date. Un petit projet de confinement qui c'est un peu. Mais en fait, ça met très longtemps. Moi, je connaissais pas quand on s'est lancé dans l'aventure avec Julie. Je me rendais pas du tout compte de la difficulté du temps que ça représentait. Donc moi, j'ai fait le scénario, qui est une partie importante, mais en fait, la mise en image
est fondamentale et c'est ce qui prend le plus de temps. Une planche de bande dessinée, c'est 10 à 12 heures de travail. Donc c'est assez conséquent. Ouais. Et c'est une BD qui fait format quoi, classique, page A4, 50 pages. Ouais, un peu plus petit qu'A4 et elle fait 192 pages. Ah oui. Donc, ouais. En fait, c'est un roman. C'est un roman graphique. Puis on a essayé de le faire aussi avec une mini-histoire pour pas que ce soit juste vertical, que ce soit pas juste une mise en image des théories mise à la suite. Donc tu suis des mêmes personnages tout le long. Ouais, tu suis. L'idée, ça a été de faire un peu un voyage initiatique, façon Petit Prince pour les Lyonnais, Candide pour les autres. Et du coup, tu suis 2 personnages, donc c'est une histoire un peu naïve. Ils vont découvrir les théories petit à petit. Ouais. Donc c'est une fille qui s'appelle Élise qui a un potager et il y a une courgette dans son potager qui est complètement morte. Et globalement, elle s'aperçoit que son potager devient stérile, ne produit plus de légumes. Et elle fait appel à un ami étudiant en économie. Et ensemble, ils vont faire un peu le tour de tous les lieux où sont pensées les politiques environnementales. Donc, ils commencent par un cours d'économie à la Sorbonne. Après, ils vont au ministère de l'économie, au ministère de l'écologie, à la Commission européenne, à l'ONU, etc. Et à chaque fois, en rencontrant des spécialistes ou des économistes, ils apprennent un peu sur les théories. L'idée, c'est aussi de... Donc, il y a cette partie vulgarisation. Il y avait aussi une partie plus descriptive, un peu plus ironique, pour montrer toutes les incohérences au quotidien qu'on voyait et montrer que globalement, tout le monde aujourd'hui partage quand même le constat, mais il n'y a pas non plus d'efforts massifs pour prendre à bras le corps le sujet. Et du coup, on montre un peu ça aussi. Mon père, il a une courgette qui est morte, il la met dans le compost. Il pose pas la question. Il est pas allé à l'ONU. Il va aller à l'ONU. Ma courgette est morte, c'est à cause de vous, ça, putain. Non mais question, vous êtes auto-édité? Vous êtes passé par un éditeur? Non, on est passé par un éditeur. En fait, une fois qu'on avait le projet, qu'on avait fait quelques planches de démo, on a envoyé la BD à quelques éditeurs et la plupart ont répondu oui. OK. Ouais. Oh, stylé. Étonnamment, alors que c'est rare de faire une BD, c'est dur. C'est très dur de faire une BD. Ou d'en vivre aussi encore plus. Alors en vivre, ouais, bon, ça c'est quasiment impossible. Il faut vraiment se mettre dans la merde financièrement. Ouais, c'est là, la bande dessinée qu'on a faite, c'est 3 ans de travail. Enfin, pour un gain qui est quasiment, même sur, tu vis pas 3 ans avec ça. Déjà. Ah ouais, non, clairement. Là, par exemple, pour faire cette BD, on a touché 15 000 € à peu près. Donc la convention, c'est que le gros de la somme va à la dessinatrice, puisque c'est elle qui passe en fait tout le temps. Moi, concrètement, je vais envoyer à la pauvre Julie, si elle m'écoute, un Word qui était un patchwork de dessins que j'avais fait moi-même, de copier-coller, de screenshots, de dessins de Disney, le storyboard un peu quoi. Alors même pas le storyboard, parce que il se trouve que Julie est prof de storyboard. Ah oui, donc elle a fait tout le découpage. C'est Julie qui a... Donc toi t'es juste là en mode j'ai envoyé, j'ai l'idée. C'est ça, j'ai des propositions de storyboard. Ok. Qui est en fait storyboard, donc c'est le découpage de la planche, savoir à quoi elle va ressembler, qu'est-ce qui se passe en case, c'est combien il y a de cases sur la page, qu'est-ce qui passe en case 1, en case 2, en case 3, etc. Et c'est la première étape de la mise en image, c'est là où il y a le plus gros travail à faire en fait, pour que tout soit dynamique. Ta scène quoi. Voilà, exactement, pour que ça soit lisible. Quand tu ouvres une page, t'as plein de règles un peu implicites, mais il faut pas que le découpage de la page de gauche soit le même que la page de droite, sinon c'est pour un roman graphique, sinon c'est très très lourd, des choses comme ça. Puis c'est juste organiser tout ton livre. L'organisation, c'est un immense brouillon et c'est colossal comme travail. Et donc ça, c'est Julie qui le faisait aussi en très grande partie. C'est Julie qui envoyait aussi aux éditeurs. C'est Julie qui. En fait, j'ai rien fait. Je suis un escroc. J'ai pris les cases. Moi, du coup, je envoyais vraiment des pages Word avec des bouts d'images, des bouts de photos. Enfin, ce qui me passait un peu par la tête, en disant dans ma tête, en case 1 il se passe ça, en case 2 il se passe ça, etc. Mais après, c'est elle qui devait se débrouiller avec tout ça, tout réagencer, etc. Des troisième personnes aussi avec qui vous l'avez fait. Et on l'a fait avec un autre ami qui s'appelle Adrien Chaussinan, qui lui est ingénieur. Donc... Adrien Chaussinan et Julie. Julie n'a pas de nom du coup. Julie la dessinatrice. Alors Julie Bouveau, qui est lyonnaise. Ah, encore que des Lyonnais. Qui a fait une école de BD à Lyon, qui s'appelle l'école Émile Cole. Je connais pas trop dans les. Voilà. Bon. Et donc qui est lyonnaise, et Adrien Chaussinan,
qui lui est ingénieur, donc il nous aidait un peu pour les séquences un peu plus techniques, ou qui est très investi aussi sur les questions environnementales, donc qui nous aidait sur certains passages, puis pour que l'ensemble fonctionne bien. Et vous connaissiez d'avant? Vous êtes décidé de... Alors, Julie, du coup, on se connaissait pas avant. On s'est rencontrés un peu par hasard. Je lui ai envoyé un mail. Parce que tu as vu qu'elle est dessinatrice et que tu Ouais, voulais... c'est ça. Voilà, ok. En fait, c'est très dur de trouver un dessinateur, puisque souvent, comme les projets durent 2, 3, 4 ans, c'est il faut l'investissement, arriver quoi. au bon moment, déjà. C'est de l'investissement. C'est dur de s'investir pour 4 ans avec quelqu'un que tu connais pas. Oui. En plus de ça, souvent, les dessinateurs veulent aussi être leurs propres scénaristes. C'est assez fréquent, et vu la rémunération, aussi, c'est un enjeu qui est important. Et très souvent, c'est quelque chose qui est fréquent. Il y a un couple dessinateur-scénariste qui se forme au départ du projet, et ensuite ça explose en vol, puisque tu t'entends plus, t'es insupportable. Quand t'es un scénariste, t'as une idée précise en tête, et recevoir le dessin en retour, c'est aussi un peu... Ouais, faut faire des compromis, quoi. Ouais, Tu travailles à deux. Mais c'est dur de faire des compromis quand c'est des sujets un peu artistiques. Je comprends, hein, sur le podcast, des fois on doit faire des compromis avec Simon. Donc, je ne couperai pas ces 30 secondes. Je veux que le monde entende. Donc voilà. Et après, en cours de route, j'ai rencontré Adrien en soirée. C'est un ami d'un très bon ami. Et du coup, il était hyper intéressé. On a beaucoup parlé de ce sujet. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais attends, on en parle trop là, faut que tu viennes nous aider. Et voilà, ça se fait comme ça. Et du coup, il faisait quoi? Et donc, il a aidé sur la partie technique. Il nous a aidé sur la partie technique. Concrètement, il a rédigé 10-15 pages de la bande dessinée. Sur les 200, qui sont des pages qui portent sur des sujets un peu plus techniques, ou des sujets qu'on voulait développer avec Julie, mais on ne savait pas trop comment aborder. Donc là, il a fait tout le scénario. Une sorte d'annexe un peu de... Ouais, alors c'est pleinement intégré au récit, oui, mais c'est une sorte d'annexe technique au milieu des questions économiques. Puisque on pouvait difficilement dire que c'était indissociable. Donc c'est sur la partie que l'économie flotte. Scientifique de l'écologie. Ouais, c'est ça, partie physique, un peu scientifique, physique, voilà, c'est ça. Notamment une séquence où on montre un peu ce côté nécessité d'ancrer l'économie dans des rapports physiques, et que c'est incompatible. Et il nous a aidé à faire, à la fin, on a fait une sorte de double page magnifique, qui est un jeu de loi. Qui est un jeu de loi qu'on a refait entièrement en mode économie circulaire. Et donc, il a énormément travaillé sur la maquette du jeu de loi. L'économie circulaire en 3 mots. En juste 3 mots. Rond, économie. Au lieu de jeter, réutiliser. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est très bien. Voilà. Et du coup, c'était un gros travail. Et c'est Julie Bouveau qui a tout mis en musique, tout mis en image. C'est vraiment de la magie. Enfin, moi, c'était de la magie. J'envoyais ce Word, c'est pas de force. J'en ai pas là, sinon je vous aurais montré à quel point je suis la personne de recevoir ça. Et après, en retour, magique, c'était super. Et c'est comment le rythme? C'est juste envoyer genre un patchwork un par mois, enfin j'en sais rien, ou comment ça se passe? Alors ça, du coup, comme on se connaissait pas au début, il y a toute une phase où on essayait un peu de se caler. Au début, je lui envoyais le Word du chapitre complet. Mais c'était un peu dense. Et les chapitres sont assez inégaux. Il y a des chapitres de 15 pages, des chapitres de 35 pages. Oui, c'est vrai que le livre fait 192 pages. Donc, c'est vrai que... Donc, à la fin, on envoyait, et ça fonctionnait bien, des séquences de 10 pages. Moi, ça me permettait d'avoir une petite séquence à travailler. Donc, c'était plus rapide. Et surtout, il y avait sur les 200 pages, je savais que globalement, la page 160 à 170, j'avais une idée très claire en tête. Mais je savais pas trop ce qui se passait avant. Donc, je pouvais lui envoyer ces 10 pages qui étaient très claires pour moi, le temps de mûrir et de penser aux autres. Et elle travaillait sur ces 10 pages, elle m'envoyait le storyboard. À l'étape de storyboard, on peut vraiment encore tout modifier. Et après, c'est comme ça qu'on fonctionnait, quoi, par itération. Pour les auditeurs, du coup, c'est sur un mail, tu mets un nombre de cases par page, tu mets un peu ce que tu vois dans chaque case, genre une description un peu textuelle, petit à petit, machin, tel fait tel truc. Ouais. Et puis tu envoies des sortes d'images c'est pour des têtes pour représenter un peu les gens schématiquement. Quand j'ai une image précise en tête, je l'envoie. Et là, sur ce fichier, il y a des économistes. Donc j'envoie la photo des économistes. Certaines photos sont un peu iconiques. Donc là, les pages que je vous ai montrées, ça donne ça. Donc là, c'est les photos des économistes, par exemple, que je mettais à la suite. Elle va les faire comme ça en storyboard. Ah oui.
Et du coup, après, t'envoies ça et tu te demandes si Voilà, ça va. on m'envoie ça, elle me demande si ça va. Et le texte, c'est qui le faisait? C'est moi qui faisais le texte. Tu faisais le texte. Ouais. Et donc là, c'est un autre exemple de cas où j'ai fait un storyboard. Donc dans ces cas-là, je fais ça. Donc c'est exactement ce que tu décrivais, Tanguy. C'est oui, classique, ouais. Et donc là, elle va dire ah non mais c'est une catastrophe, c'est pas du tout dynamique. Donc elle va le retransformer en ça après, l'étape d'après en ça. Hop. Donc là, c'est beaucoup plus dynamique. Mon petit Felindra tête de tigre ici, encore Felindra dessiné. Va passer sur l'hélicoptère, des choses comme ça. Après l'encre, donc elle met de l'encre avec les traits définitifs et après elle met la couleur. Donc c'est travail de dessinatrice, quoi. Ouais, voilà. C'est son travail. C'est très fascinant. C'est sur son compte Insta. Ah, Vous pouvez aller la suivre. Julie Bouveau. Julie Bouveau, c'est sa dernière publication. Les différentes étapes et tout, c'est marrant. Et ça s'appelle comment le titre de la BD? Parce que... Ça s'appelle Les économistes sauveront la planète, avec un peu d'aide entre parenthèses. Et la parenthèse est très il y a un petit peu d'ironie dans le titre. Ça, c'est... Pour la petite histoire, c'est à la base, on avait mis le titre vraiment à l'arrache en envoyant le projet à l'éditeur il y a 3-4 ans. Et on s'était dit, c'est la première chose qu'on changera. On a passé 3 ans à essayer de changer de titre, à essayer d'autres trucs. Et en fait, on n'a jamais trouvé un truc. C'est quel éditeur, du coup? L'éditeur, c'est une maison belge qui s'appelle, les Français prononcent De Buck, les Belges prononcent De Book. Okay. Attends, j'ai rien compris. Ça s'appelle De Buck, enfin, je le dis, bon, c'est une mauvaise prononciation, mais De espace Buck, B-O-E-C-K, De Book. Et c'est une filiale d'Albin Michel. Okay. En fait, c'est un éditeur qui est à la base un éditeur exclusivement universitaire. De Buck? Ouais. Bon, on va dire De Buck, hein, c'est bon. Hein. Ouais, De Buck. Et parce qu'Albin Michel, c'est pas mal comme maison d'édition. Ouais, ça a été racheté par Albin Michel il y a 7-8 ans. Et en fait, ils sont connus puisque la plupart des gros livres sur lesquels Vous êtes basé? Ouais, sur les gros livres vendus par cette maison d'édition, c'est des livres qui sont le gros manuel d'économie, de médecine, etc. quoi. C'est le premier éditeur universitaire en fait. Mais, ok. Tu sais combien il y a eu de ventes? Non, alors ça va sortir. Mais... C'est sorti le 17 octobre. Souvent, les remontées chiffrées dans l'édition 43 exemplaires. Assez tard. Bah, on sait pas trop les volumes. Mais... Là, il a été tiré à 5000 exemplaires, ce qui est beaucoup. En fait, quand tu vends plus de 5000 livres, en France, tu es dans le top 5% des auteurs français. Okay. C'est des marchés avec des tout petits volumes. Et donc, dès la réception de votre livre, ils ont dit il y a moyen que ça fasse les 5000, donc on les édite. Okay. Ouais. En interne, on a été qualifié comme gros projet, et du coup, ils ont mis les moyens. Okay. Mais c'est pas du tout le cas de tous les livres, et là, on a eu de la chance qu'ils croient à fond dans le projet. Et vous touchez quelque chose sur les ventes, ou c'est que les 15 000 Ouais. En fait, on touche une avance de droit. Oui, tu dois rembourser après. Voilà, c'est ça. Donc les 15 000, c'est une avance de droit. Donc les 15 000, c'est une avance de droit qu'on a touchée. Donc c'est de l'argent qu'on garde quoi qu'il arrive. D'accord. Ça correspond à peu près à 5 000 exemplaires vendus. Puisqu'après, en fait, l'idée, c'est que quand on vend un livre, le livre, là, il coûte 22 €. Sur les 22 €, nous, on touche 2 €, divisé en 2. Ouais, c'est ça. Non, 1 mais euro. c'est ça. C'est toujours après, des impôts. 80 centimes. Du coup, globalement, voilà, ça va distribution et édition. Donc nous, à chaque fois qu'une BD est vendue, on touche 2 €. Donc l'idée, c'est quand on a touché suffisamment de fois cette pièce de 2 € pour rembourser les 15 000 € qu'on nous a donnés, en fait, tant qu'on n'a pas remboursé 15 000 €, on touche rien. Et après, sur le 5001e exemplaire vendu, on va toucher 1 € chacun. La plupart des dessinateurs, surtout les nouveaux dessinateurs, en fait, tu as un marché de superstars, sur des dessinateurs comme les joueurs de foot, où ils vendent quand ils sortent une BD, ils vendent 100 000, ils se font. Mais même si tu vends 100 000 exemplaires, donc 100 000, c'est vraiment un truc incroyable. Thomas Pesquet et Marion Montagne, quand ils font dans la combi de Thomas Pesquet, ils font 150 000 ventes. Et c'est incroyable. Ça veut dire qu'ils ont touché max 75 000 € chacun, après impôt 60 000. Donc même ça reste un salaire. C'est un bon salaire, mais très bon salaire, mais voilà. Sur un an. Sur un an, alors qu'il y a 3 ans de travail. L'an dernier, Le Monde sans fin, qui a tout explosé, c'est la BD jaune de Jean Covici, mais du coup, il y avait le meilleur vulgarisateur, qui avait une communauté préexistante, et un des meilleurs dessinateurs français, Christophe Blain. Eux, ils s'approchent du 1 million d'exemplaires vendus. Mais c'est le point aberrant, quoi. À part ça, même les Astérix le touchent pas.
Voilà. Pour la petite histoire, en gros, moi j'ai découvert à quel point c'était. Enfin, Ah oui, non, le milieu de vraiment l'édition de dur. la BD, c'est. Et en c'est un plus, enfer. BD, roman graphique, tout le monde en sort en ce moment, donc c'est un marché qui est assez saturé. Et c'est hyper compliqué. Du coup, elle, à côté, au début, elle était prof de storyboard dans l'école qui la formait. Et à côté de ça, mais elle est tombée par hasard, vraiment par hasard là-dedans, elle fait du dessin archéologique. Donc, elle fait. Ça consiste en quoi? Alors, c'est assez fascinant comme métier, je l'ai découvert. Elle fait les illustrations pour les articles du CNRS. Donc, quand tu as un article de recherche, je sors un archéologue, il y a des petites illustrations. C'est elle qui dessine ça. Donc, en ce moment, au moment où on parle, elle est en Arabie Saoudite, dans un super désert. Et elle cohabite avec des archéologues pendant 1 mois et demi. Et elle dessine ce qu'ils trouvent. Voilà ce qu'ils trouvent. Donc, moi, la première question que je lui ai posée, qu'on pose souvent, c'est pourquoi ne pas faire une photo? Et en fait, c'est qu'ils trouvent que des petits tessons ou des petits bouts de. Et elle reconstitue. Donc, il y a des règles pour reconstituer, pour extrapoler. Donc, elle fait ce travail-là, et ça, c'est son travail principal. Donc, c'est des missions ponctuelles où elle part, elle est en Somalie, en Éthiopie, en Arabie Saoudite. Voilà, donc elle, aujourd'hui, c'est son métier principal, dessinatrice archéologique. Ouais. Et du coup, parce que du coup, toi, tu bossais quand même du coup, c'est du travail en dehors. Ouais, c'est ça, c'est du travail que j'ai fait les week-ends, principalement. Et c'était au tout départ un projet de confinement, donc pendant le confinement. Oh, ça, c'est un petit truc. Ouais, je t'ai dit. 3 ans plus tard, 192 pages. Déjà, c'était vraiment une idée. À la base, c'est un projet que je voulais faire pour rigoler avec mon frère, qui fait un peu de dessin. Et après, on s'est aperçu que c'était très compliqué. Ah oui, bah. Non, mais déjà, le fait que rien que la BD sorte, je pense que à ce niveau-là, déjà, t'es en mode, ok, le projet est réussi, tu vois, même s'il flop, voilà. Mais en fait, à chaque étape, on se disait, ça va pas le faire. Ouais, Au début, on s'est dit, bon, on va faire ça pour rigoler. Puis on voyait qu'on avait pas mal d'idées, etc. Après, on s'est dit, après, je me suis dit, du coup, mon frère dit, oula, c'est trop compliqué. Et c'est vrai, c'était compliqué. C'était colossal. C'était dur de le faire en 40 pages, sachant que là, on a déjà fait beaucoup de fois. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un dessinateur, mais rien que ça. Je savais pas, j'ai posté des annonces sur des sites obscurs, mais puis même au milieu de plein d'annonces. Donc, c'est dur de trouver. Après, ma mère m'a conseillé de regarder sur les sites des écoles, puisque c'est le bon moment, puisque les dessinateurs sont pas encore engagés pour 3-4 ans. Souvent, ce qui est compliqué, c'est la première BD. Ouais. Après, une fois que tu es un éditeur, c'est plus facile. Déjà, tu as prouvé que tu avais pu aller au bout du projet, c'est plus facile d'en trouver. Donc, elle, c'était sa première BD? Elle, sa première BD. Et donc, les écoles, souvent, publient les travaux, un peu comme les mémoires d'Actuaria sont publiées. Pour les BD, les meilleurs travaux sont publiés. Les thèses ou comme une thèse, c'est public aussi, enfin, t'as un site où... Et donc là, le produit final, c'est d'ailleurs, si vous vous ennuyez, je vous invite à aller voir, c'est très très beau. C'est les projets des élèves. Donc, c'est des trucs souvent assez incroyables. Et moi, en voyant le projet de Julie, je me suis dit, ah ouais, j'aime bien son dessin, ça pourrait pas mal matcher. Et je lui ai envoyé un mail, mais pareil, en me disant, jamais elle répondrait, bouteille à la mer. Donc, un mail avec un petit résumé du projet. Et donc, après, elle a répondu, donc déjà. Allez, c'est bon, elle a répondu. Elle peut dire non, je m'en fous, elle a répondu déjà. Et après, l'autre étape où je me disais, c'est insurmontable, c'est une fois qu'elle a répondu, construire le projet à deux. Vu comme c'est dur d'être illustrateur et d'être dessinateur, il faut déjà que le projet lui parle. Il faudra pitcher le projet. Ensuite, il faut que le courant passe bien, puisque tu sais que tu as travaillé avec l'autre pendant 3-4 ans, donc il faut bien s'entendre. Ensuite, c'est une prise de risque financière pour elle, puisque c'est le temps qu'elle va passer à faire les planches d'essai qui sont nécessaires pour monter le dossier et envoyer à l'éditeur. Et c'est le temps où elle n'est pas rémunérée. Et souvent, c'est la partie recherche graphique qui est très longue. Il faut créer tes personnages, il faut créer ton univers, ton style, il faut avoir des planches finalisées, ancrées, colorées, colorisées, etc., etc. Donc ça demande beaucoup de temps. Donc on a monté le dossier, mais pareil, il faut faire suffisamment confiance dans le projet et dans l'autre pour faire ça. Après, il y a eu l'étape éditeur, où on s'est dit, et tout le monde nous disait, c'est le confinement, c'est après le confinement, vous ne trouverez jamais un éditeur. Tout le monde a 40 projets de romans écrits pendant le confinement. Oui. Ça va être compliqué. Et donc, on a eu l'éditeur. Après, l'éditeur, il faut trouver un contrat qui vaille un minimum le coup. Puisque, pareil, tu t'engages pour 3 ans. Donc, si tu t'engages sur un truc qui ne convainc pas du tout, tu te dis, je vais peut-être attendre et aller avec un autre projet pour avoir un contrat plus intéressant. Surtout pour Julie, du coup, parce que vous deux, vous aviez un taf à côté, en mode, c'est un projet perso, entre guillemets. Ouais, c'est ça.
Et elle, c'est sa vie, quoi. Ouais, voilà, c'est son truc. Pas du tout les mêmes enjeux. Moi, d'une certaine manière, c'était beaucoup plus confortable. Oui. C'était du bonus. C'est un truc qui me tenait à cœur, mais. Oui, c'est ça. Tu t'en fous si tu perdais de l'argent. Oui, voilà. De toute façon, clairement. Clairement, en salaire horaire. Il est pas fou. Je pense que on est sur 20 centimes de l'heure. Et après, l'étape qui était aussi très dure, c'est de finir dans les temps. Nous, on a un éditeur qui nous a mis une deadline, ce qui au final est une très bonne chose, sinon c'est très dur de s'y mettre. Oui. Comme disait un grand homme, un artiste sans deadline, c'est un chômeur. Je crois que c'est Ken dans un moment qui dit ça. Je ne sais pas cette citation, elle est exceptionnelle. Mais c'est très bien. C'est très... Et là, c'était un peu ça. Il y a plein de maisons d'édition qui nous avaient proposé des trucs très intéressants, mais qui mettaient pas de deadline, par exemple. Donc au début, on était plus tentés. On disait, c'est quand même bien. Mais finalement, on a eu une deadline qui était une deadline à 2 ans. J'ai géré une deadline à 2 ans, à 2 ans et demi. Donc ça paraît très lointain, faut s'organiser. Et après, t'es en mode, oh putain, c'est dans 1 an et demi, là. On est là, merde. Et surtout, comme elle, c'était sa première BD, moi, encore plus, on n'a pas trop de notion des différentes étapes. T'es un débutant, là. Ouais, un débutant, ouais. Et l'éditeur, c'était la première BD de l'éditeur aussi. Ah ouais? Ouais. Du coup, c'était vraiment... Ils avaient déjà fait des trucs universitaires? Ils avaient fait des trucs universitaires, et il y avait, en tout, ils avaient sorti une BD, mais dans un département à côté. Et c'était pas du tout leur cœur de métier. Ok. Donc, que ce soit pour la dessinatrice, pour moi, pour le scénariste ou pour l'éditeur, on se posait des questions, on défrichait tout. Vous aviez un contact? C'est comment on a une personne qui coordonne, l'éditrice, je sais pas comment dire, qui coordonne vraiment tout le projet, qui suit le projet, qui fait la gestion de projet, et un deuxième contact pour la partie technique. Donc, par exemple, il y a plein d'essais pour les couleurs. Okay. Là, on a fait de la bichromie, donc c'est des Pantones, il n'y a que 2 couleurs, mais souvent, tu as aussi la possibilité de faire en 4 couleurs. 2 couleurs sur chaque page, ou genre vraiment dans tout le livre, il n'y a que 2 couleurs? Dans tout le livre, il n'y a que 2 couleurs. Okay. Donc bleu et blanc, ça? C'est bleu et blanc. C'est des nuances de bleu et du blanc. Mais du coup, il faut faire appel à un photograveur qui va retransformer les planches bien comme il faut, etc. Donc il y a plein d'étapes qu'on découvrait au fur et à mesure, et à chaque fois, on ne savait pas le temps que ça prenait. Donc on avançait un peu à l'aveugle. Bien stylé tout ça. Donc, on rappelle, j'ai oublié le titre. Les économistes sauveront la planète, entre parenthèses avec un peu d'aide. Voilà. Aux éditions de Boc. C'est DBS, si vous voulez. Disponible dans toutes les librairies. Sur Amazon? Disponible sur Amazon, disponible Cultura, la Fnac. Let's go. On va passer à la partie sur les thèmes. Yes. Tu as un petit bol, tu peux mélanger bien. Okay. Donc c'est des thèmes qui reviennent entre tous les épisodes, et tu prends au hasard, normalement, celui que... J'ai le thème passion. Ton père fait collection de louches. C'est intéressant, ça. Bonjour. Et il aime partager sa passion? Enfin, je veux dire, il peut en parler en public, te faire l'historique de la louche à travers les âges? Alors, est-ce qu'il y a une passion que tu as, ou ça peut être une passion un peu sur le court terme, que tu as eu il y a pas longtemps, ou genre truc, que tu as envie de parler un peu, pour donner envie aux gens? Alors, pas évident. Pas évident comme question. Du coup, ma passion du moment, c'est le tennis. Donc c'est un sport. Donc moi à la base je faisais la natation. Après je me suis mis un peu au foot et à d'autres sports. J'aime bien le sport en général. Et là j'ai découvert un peu par hasard le tennis il y a 1 an et j'ai adoré ce sport. Je trouve que c'est un sport qui détend vraiment, où il y a plein de combinaisons possibles avec la balle et une énorme marge de progrès parce que c'est un sport très technique. Du coup, sur les 6 derniers mois, je me suis acheté une raquette, j'ai pris des cours de tennis, etc. Donc c'est vraiment, je commence à regarder un peu plus le tennis. Avant, je regardais principalement Roland-Garros. Et voilà, donc je suis à fond. Comme mes amis le savent, ils m'offrent des cadeaux tennis. Cadeaux tennis. Je vais des livres sur le tennis, des balles. Porte-clés en balles, en forme de balles. Me propose d'aller voir des matchs, donc ça s'entretient vachement, mais c'est vraiment super bien. Et c'est un sport jusque-là, je regardais, mais peut-être un peu en dilettante, parce que tant qu'on le fait pas, on se rend pas trop compte. Mais je trouve vraiment ludique. Ça contredit totalement ce que j'ai dit sur le dernier podcast. Moi, j'ai fait du tennis quand j'étais plus jeune, et j'ai arrêté parce que bon, déjà j'étais moins bon machin, mais surtout c'est que je pétais des câbles sur les matchs de compète. Ouais. Et j'étais en mode, ça me mettait dans des états pas possibles, et du coup ça va vraiment comme c'est très ludique, c'est très bien, et tout ça détend. Alors peut-être un gros disclaimer, j'aurais dû préciser, j'en ai jamais fait en compète. Ça peut jouer. Simon voit à peu près comment je joue. Je pense que c'est c'est-à-dire bien. n'importe comment.
quand t'es adulte, t'es déjà aussi Oui, dans un état. Aussi, ouais, aussi. Mais c'est très psychologique, c'est très frustrant d'avoir. Je pense qu'il y a peu de sports aussi dual où soit la balle passe, soit elle passe pas. Et t'as pas le choix de. Ouais, c'est T'as pas le tout choix, ça. ouais. C'est- Et c'est à chaque fois t'es seul face à toi-même, face au filet. Si la balle passe pas, bah c'est entièrement de ta faute. Alors je sais pas au foot, natation, bon tu fais un temps plus ou moins bon, mais voilà. T'as quand même Bah, nagé. écoutez, un duel direct, natation, c'est contre toi-même. Enfin, c'est tu Oui, fais. voilà, Les c'est autres sont ça, ouais. meilleurs, d'accord, mais c'est parce que. Même le badminton, j'ai l'impression que c'est un truc, t'as moins de difficulté à renvoyer la balle. Tu Oui, enfin, ouais. enfin, tu peux- Tennis, la prise, la manière dont la balle arrive, la prise, l'orientation de la raquette, enfin tout. Je trouve que c'est plus dur. Je sais plus, on l'avait déjà parlé, mais c'est plus dur d'accès le tennis. Et je trouve il y a un côté où bah t'es loin du mec, t'es loin du filet. Si tu rates, enfin, il faut aller chercher les balles, machin, tout ça. Alors que badminton, c'est plus déjà un peu plus instinctif et Ouais. que quand t'es débutant, tu peux plus t'amuser quand même. Alors Ouais. que tennis, si t'es vraiment nul, bah t'es nul Ouais, et c'est- t'es voilà, nul quoi. ouais. Ouais, c'est dur de s'amuser au départ. Ouais, Il ça, faut au trouver. départ. un coup d'entrée, c'est important, quoi. Ouais, voilà. Faut un partenaire aussi un peu à son niveau. Je me suis fait massacrer tout l'été après avoir dit que j'aimais le tennis. Donc ouais, je pense que ça complexifie un peu. Voilà. Après, en autre passion, franchement, il y a plein de choses qui m'intéressent beaucoup. J'aime les mangas. On parle un peu de mangas. J'aime beaucoup les mangas. J'aime bien One Piece. Ne me lance pas sur les mangas. Simon va J'ai- couper au bout de 15 minutes. J'adore l'Italie. Là, je reviens de l'Italie. Pour le coup, je pense que je peux dire j'ai une passion pour l'Italie. Pour la bouffe, la culture, le Franchement, tout. tout, vraiment tout en Italie. J'y allais pas mal en vacances quand j'étais petit avec mes parents parce que du coup on était à Lyon, donc pas très loin. Enfin, Pas trop loin de Lyon par rapport à l'ensemble des villes de ouais, France, quoi. en 8 heures de route, t'es au milieu de la Toscane. Et C'est bien la Toscane. Non, mais c'est vrai. ouais, c'est super bien, franchement. Je recommande à tout le monde d'y aller. Je faisais de l'italien en cours, de la musique donc qui dépendait d'italien. Enfin, les œuvres d'art qui me parlent, c'est des œuvres d'art italiennes. Donc j'aime bien. J'ai travaillé pendant 3 mois en Italie en stage. Et du coup, c'était, je pense, 3 mois. T'étais dans quelle ville? merveilleux. J'étais à Rome. J'étais à l'ambassade de France à Rome. Je travaillais sur des questions économiques. L'économie italienne, où là, c'est C'est un autre un délire. bordel permanent. Vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est assez fascinant. Et après, ouais, enfin, ouais, la nourriture est trop bonne. J'adore la langue. Juste écouter la langue, j'aime bien. Voilà. Donc, c'est un truc, ouais, l'Italie. C'est quelle la ville que t'as préférée Je pense que Rome reste de loin la première ville que je préfère. Venise a fait un peu de concurrence. J'ai découvert Venise l'an dernier. Ça fait un peu de concurrence. Il y a quand même un choc. Tu rentres dans un monde à part. Mais ouais, Rome pour moi c'est au-dessus de tout. C'est une ville où il y a, enfin, c'est improbable. Tu regardes un immeuble de près, quand tu regardes, tu fais attention aux détails. C'est un mélange. T'as une colonne de l'Antiquité grecque. T'as des strates médiévales sur lesquelles on a reconstruit un autre truc. Enfin, c'est vraiment un bordel total. Et je trouve que t'es un peu coupé du monde. Je sais pas trop si c'est dans le passé. C'est une ville en même temps. C'est une capitale, mais c'est une ville qui a été capitale du monde à plusieurs reprises. Avec l'Antiquité romaine, avec le poids de l'église, etc. Où tout est art. Tu te promènes la moindre place, il y a une église. Oui, beaucoup d'églises. Ouais, Ouais. si un village français avait une église random prise au hasard dans Rome, ce serait l'attraction touristique, quoi. Alors, donc il y a un peu, ouais, il y a ce côté, je trouve, très mélangé, plus méditerranéen, qui met très vite très à l'aise. Et Il pleut, donc attends, je préviens. Si vous entendez un peu la pluie en fond, voilà, c'est parce que tu l'entends dans le Ouais. casque aussi, oui. Ouais. Voilà, désolé pour l'interruption. Mais si vous entendez la pluie, c'est ça normal. va vite. Mais voilà, ouais, Italie, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime vraiment beaucoup l'Italie. L'Italie, l'italien, la nourriture italienne, etc. T'es déjà allé en Italie, Simon, toi? Peut-être Ouais. voyage avec le latin, non? Ou tu faisais Non, latin? Tu faisais du non, latin. juste, ouais, mais non, j'ai pas de voyage avec le latin. Ok. C'est juste des cours de latin. Non, mais j'avais fait, oui, pareil, en temps de Lyon, en voyage l'été, moi, c'était l'Espagne ou l'Italie, quoi, souvent. Ouais. Si vous voulez aller un peu en dehors de la France, t'allais là-bas, Ouais. en voiture, ça se faisait. Donc, j'ai fait Milan, Toscane, Rome, Sicile, Sardaigne. Oui, c'est pas mal. Ouais. Ouais, je suis jamais allé en Sardaigne. Je pense que c'est le pays où je suis peut-être le plus allé à l'étranger. Je pense. Parce que, ouais, j'ai fait, bah, quand j'étais petit, mes parents, on avait fait des cousinades, premières cousinades, avec beaucoup de la famille, on les avait fait en Toscane. Ouais. Dans Ouais, un douce, confort. immense domaine, en fait. Du coup, chacun avait un peu sa maison, mais tout était lié.
Du coup, c'était pas mal. On se retrouvait et vers Florence, tout ça, Ouais. c'est sympa. Moi, Florence, c'est une ville où j'ai un meilleur souvenir Florence, avec J'étais Rome. petit. Ouais. Ouais, moi, j'ai trouvé ça chiant parce que j'avais 9 ans, donc Oui. tu marches sous le soleil, sous une cathédrale, t'es en mode please, je veux juste aller à la piscine, moi, c'est bon. Mais oui, c'est vrai que c'est très stylé, Ouais, Florence, architecturalement parlant. c'est la première ville dans laquelle je suis allé après le premier confinement, dès qu'il y avait un peu de liberté. Je suis allé à Florence. Mais ouais, je comprends que Rome puisse déplaire parce que c'est quand même vite compliqué. Il y a beaucoup de touristes. Les transports en commun, c'est infernal, etc. Beaucoup de voitures et c'est très bruyant. C'est pas comme d'autres villes où le périph' est un peu à part, etc. Là, c'est des gros axes qui coupent la ville où les voitures vont vite, klaxonnent, s'engueulent. Donc ça peut être un peu pesant. Florence, c'est un peu plus coupé du monde. C'est Plus piéton. Hein, ouais. c'est plus piéton. T'as ce centre-ville où t'as l'impression que t'es au milieu d'une boule à neige, quoi. Que tout est à côté, tout est trop beau. C'est vraiment magique. Et après, il me reste plein d'endroits de l'Italie que j'ai pas découvert, mais dans mes endroits préférés, il y a Florence, Naples aussi, très bien. La Sicile, j'avais visité la côte est, East Coast. Ouais, j'ai fait côte est aussi. Et c'était très très beau. Moi, je suis allé à Bergame aussi récemment pour le Tour de Lombardie. On en parlait hors podcast, mais c'est très stylé aussi parce que ça fait ville un peu. Tu rentres, t'as l'impression d'être un peu en mode ville états-unienne, très large, avec des zones industrielles un peu bizarres. Bon, après, je suis rentré d'un côté, donc voilà. Et en fait, t'as une comment ça s'appelle, une falaise, une colline, un peu en mode fourvière, mais beaucoup plus d'un coup, hop, comme ça. Et avec le fort, il y a un fort militaire tout en haut. Et c'est très stylé la vieille ville en haut parce que c'est vraiment déjà tu vois vraiment tout autour et puis ça fait très vieille ville fortifiée etc. Et je pense que t'as plein de villes comme ça où bon France aussi t'en as partout mais de villes un peu à part avec leur petit caractère petit truc leur ambiance ça fait un peu partie de l'identité italienne. Bergame je connais pas du tout. Le nord de l'Italie globalement je connais pas très bien mais un petit peu Milan et Venise mais je connais pas très. C'est dans mes prochains projets de voyage d'aller dans le nord d'Italie. Dans le nord de l'Italie. Du coup, je retiens Bergame. Bergame, c'est sympa, ouais. Pas forcément 3 jours, mais genre, voilà, c'est peut-être un truc sympathique à visiter, quoi. Question d'après, je sais que t'as fait un voyage au Bénin il y a pas longtemps. Ouais. Donc t'as ton père qui est d'origine là-bas. Ouais. Je sais pas si tu peux en dire un peu, tes origines, ou ce que t'as, le lien que t'as avec encore, ou comment t'as trouvé le voyage? Alors ouais, mon père est béninois. Il est né là-bas, donc, à l'époque où le Bénin était une colonie française encore. Donc, effectivement, il est né en France avant que le Bénin prenne son indépendance. C'est quand l'indépendance du Bénin? C'est 1960. Okay. Donc c'est dans la grosse vague d'indépendance des États d'Afrique de l'Ouest. Il y avait le Ghana un petit peu avant, 57, et après la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest ont pris leur indépendance. Donc c'est un pays francophone. Et donc j'étais allé quelques fois plus jeune, mais soit j'étais trop jeune pour m'en souvenir, soit il y avait des inondations monstres qui empêchaient de se déplacer. Il y avait 1 mètre d'eau dans les rues. Voilà. C'était un très beau voyage. Donc j'y suis allé 2 premières semaines d'août. C'est un très beau voyage. C'est un pays qui est pas du tout touristique et donc qui est pas du tout aménagé pour le tourisme. Ce qui change un peu des destinations que j'avais l'habitude de connaître. Donc il faut vraiment... Là, il y avait mon père sur place, donc ça nous a énormément facilité la tâche. Et c'est un pays qui essaye par contre de se développer au tourisme. Donc il y a 2-3 gros sites. Donc il y a la ville d'Abomey qui est connue pour ses palais royaux. Donc des palais qui avaient été faits pour la cour du roi, qui sont faits avec de la terre terre cuite mélangée au sang des ennemis qui avaient été abattus, parce qu'avant c'était un royaume, le royaume du Dahomey. On n'a pas d'eau, on va prendre du sang du coup. Voilà, c'est ça exactement. Donc il y a ces murs là qui sont un peu une attraction, qui ont été pas mal remis en lumière avec un film qui est sorti en début d'année qui s'appelle The Woman King. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais qui a été pas mal critiqué, non? Parce que la représentation était un peu faussée. Ouais, alors c'était un film qui marchait sur des œufs puisque c'était l'histoire d'Amazone béninoise pendant la guerre du Dahomey contre le pays voisin, avec une couche d'esclavage par-dessus. Donc tout était propice pour avoir des pour être assez client. Mais les Béninois sont beaucoup identifiés au film et pour le coup c'est plutôt une grande fierté nationale. Là il y a une statue immense qui a été inaugurée, je sais pas, elle doit faire 50 mètres de haut, peut-être plus. Ah oui, à ce moment-là. Ouais, elle est énorme. Qui représente une grande Amazone. Ok. Et qui a été inaugurée là en mai. Donc un peu toujours dans cette
réappropriation de l'histoire d'avant la colonisation. Et du coup, c'est vraiment une fierté. Donc là, un des monuments aujourd'hui les plus connus au Bénin, c'est cette énorme Amazone en métal, qui est une femme, avec une devise très féministe, en plus écrit sous la statue. Et c'est quoi la devise, rappelle ou... Elle est très longue. Alors ça, c'est un truc qui m'a marqué un peu dans le voyage, c'est que tout est très peut-être un reste de la colonisation aussi française, mais les expressions, c'est vraiment des expressions anciennes, et du coup, tout est très long. On va pas dire magasin informatique, on va dire magasin pouvant vendre du matériel à caractère informatique. La devise, c'est un peu pareil. Donc, il y a ce site qui est très connu, et cette statue qui est bien. On est tombé le jour de la fête nationale, qui est le 4 août, donc il y avait en plus pas mal d'ambiance autour de la statue. Il y a un autre site, c'est Ouida, qui était le plus gros port de départ des esclaves, en fait. Les esclaves partaient d'Afrique de l'Ouest pour aller sur l'île de Gorée, et ensuite étaient envoyés aux Amériques. Du coup, c'est assez émouvant, puisque tu peux visiter un peu tout le parcours que faisaient les esclaves avant d'être déportés. Et c'est assez marquant. Et après, il y a un dernier site d'intérêt que j'ai pu visiter et qui est peut-être le plus touristique, c'est Porto Novo. C'est une ville, c'est un peu la capitale culturelle du Bénin, ville qui a été fondée par les Portugais au départ et qui est pas mal en lien avec le vaudou. Le Bénin, c'est connu pour être le berceau du vaudou, ce qui fait assez peur aux autres États africains. Et du coup, il y a des musées vaudou là qui sont en train d'être construits, de s'ouvrir, et pour le coup, c'est une culture complètement différente de celle qu'on connaît. À Ouida, par exemple, donc à la base, c'est un pays plutôt protestant historiquement. C'est les Anglais qui sont arrivés en premier. Mais avant ça, il y avait des cultures très animistes, comme le vaudou. Et donc à Ouida, il y a un immense temple qui se visite. Moi, j'ai pas osé y aller. Avec une poupée géante, avec des pitons. Des pitons. Ouais, des pitons, c'est un peu l'animal. Ok. Et après, c'est associé effectivement à une religion très violente, enfin une religion. Il y a beaucoup de c'est spiritualité. Je sais pas trop comment le caractériser. Ouais, une sorte de voilà, c'est de la spiritualité. Wow. Le mot est dur à dire. Spiritualité. Réussi. Et du coup, avec des rites qui sont des rites typiquement les poupées vaudou, les choses comme ça, qui marquent beaucoup les esprits. Alors qu'il y a une grosse partie de mythologie, mais sur place, les Béninois sont encore très inspirés de ça. Donc quand il t'arrive quelque chose de négatif, si tu tombes malade, tu vas avoir tendance à dire c'est le mauvais esprit, et c'est puisque c'est la conséquence d'une de tes actions. D'accord. Donc c'est que tu as fait quelque chose de mal ou que quelqu'un t'en veut. Le karma, quoi. Enfin, voilà, l'équivalent du karma. Voilà, c'est ça, c'est une matérialisation un peu du karma, mais qui est un peu tournée vers la culpabilité, où tu te dis quelqu'un m'en veut. Ah oui, donc quelqu'un t'en veut, je suis malade. Donc quelqu'un m'a jeté un sort. Et c'est très très ancré dans toutes les relations, toutes les discussions entre les gens. C'est assez surprenant. Et voilà, après c'est un voyage aussi, un tout petit pays, le Bénin, c'est 120 km de large. Donc oui, ça se traverse. C'est le pays qui est juste à côté du Togo, qui est en. Ouais, exactement. Les deux, long, les deux, les deux ont un peu la même forme. Le Bénin, c'est un peu un. Le Bénin est à l'est du Togo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a le Togo à l'ouest, à gauche, à droite, à l'est, il y a le Nigeria, et au nord, il y a le Burkina Faso, et un petit bout du Niger. Et voilà. Et après, c'est un pays, et c'est quelque chose c'est peut-être la chose qui m'a le plus marqué, c'est un pays très très pauvre. Donc, il n'y a pas de route. En fait, il y a 2 ou 3 grandes routes, quoi. Le président actuel, il s'appelle Patrice Talon. Il a été réélu là. Son bilan, c'était j'ai fait une route. Incroyable. Et son programme pour la réélection, c'est je vais faire une nouvelle route. Wow. Pour dire à quel point. Et en plus de ça, il y a un peu le sentiment que sur certains aspects, notamment infrastructure, le pays recule un peu. Donc par exemple, moi, quand j'étais petit, il y avait le train. Il y avait des souvenirs de train qui reliait le sud au nord du Bénin. Le nord actuellement étant assez instable politiquement. Et il n'y a plus de train aujourd'hui. Il y avait un train il y a 20 ans, il n'y en a plus aujourd'hui. C'est le bilan d'un président qui dit il y avait un train, il n'y a plus de train maintenant. Bon, comme il y a une route. Mais il y a une route. C'est vraiment l'exploit quand il y a une route. Nous, pour aller dans la maison à laquelle on logeait, on empruntait un peu une route, mais sur la route, il y a tout, quoi. Il y a des chèvres, il y a des vélos à contresens, des enfants, enfin tout ce que tu peux imaginer. Et après, tu dois aller dans des sentiers de terre battue avec des énormes ornières, etc., pour atteindre. Il y a de l'aide humanitaire au Bénin?
Il y a pas mal de programmes humanitaires il y a pas l'aide humanitaire, parce que c'est un pays qui, pour le coup, n'a pas de ressources, donc est stable politiquement. C'est classique. Donc, c'est quand même ce qui C'est le schéma normal sauve, en Afrique. voilà, c'est une démocratie qui était plutôt une démocratie modèle, historiquement, et qui avait quand même des infrastructures qui marchaient bien au sens école, hôpitaux. Et maintenant, là, un peu moins. Mais il y a pas mal de programmes d'aide humanitaire. Alors, c'est fait plutôt par des assos qui vont, qui vont sur place pour. Je sais que ma sœur et ma cousine, qui sont en médecine, est allée 2 fois, mais au Togo, juste à côté. Ok. Où, du coup, j'étais en mode, je sais pas si le Bénin, c'est la même situation. C'est ou pas. c'est pareil. C'est quasiment Ok. pareil. Le Bénin est un tout petit peu plus développé, puisque le pays est un peu plus grand. Il est un peu plus proche du Nigeria, Donc, qui est fournisseur de pétrole, donc ça la thune. facilite un peu, voilà, tu te rapproches. Les échanges, Nigeria. ouais. Puis, il y a Mais eu- c'est très similaire. Très similaire. il y a Même eu- culturellement, il y a pas mal d'ethnies qui débordent sur les deux pays. C'est les mêmes Oui. langues, les mêmes. Tu connais le sodabi ou pas? Ah, le sodabi, ouais. Est-ce qu'il y en a au Bénin? Parce que Ouais, c'est... il y en a, bah, bien sûr, bien sûr. Il y en a, le sodabi, c'est de l'alcool de palme. Le surnom du sodabi, c'est l'alcool qui rend fou. Ah, ça, je savais pas ça. Non, c'est la vodka locale. Mais ça tabasse, quoi. Souvent, les gens font leur propre mélange de sodabi. Donc, quand t'arrives chez eux, sortent une bouteille en plastique dans laquelle il y a du sodabi avec plein d'herbes ou de choses. Tu parfumes un peu. Il y en a qui font du rhum arrangé. Bah là, c'est du sodabi arrangé. Et ouais, c'est vraiment fort. Ouais, bah, Ça brûle. le- Je sens un petit les traumatisme. gens, non, bah, ma sœur en avait ramené du Togo, parce que peut-être au Bénin aussi, mais du coup, au Togo, c'est vraiment, tu vois quelqu'un, tu prends un shot Ouais, de ouais. sodabi et ça. Et du coup, j'ai fait découvrir vu que ma sœur en avait ramené genre pour un peu tout le monde. Au final, c'est moi qui se retrouvais à prendre toutes les bouteilles parce que j'étais encore en études, etc. Et c'est vrai que c'est de l'alcool vraiment qui arrache sa grand-mère et que tu prends un shot. En plus, ça sent très fort déjà, mais ça a pas, je trouve, le goût de son odeur. T'as envie de vraiment vomir à la différent. seconde où tu l'as avalé. Mais ça, tu l'as avalé, déjà, tu le sens parcourir ton corps et c'est vraiment le truc où tu dis Qu'est-ce que je pourquoi viens de faire? Ouais. et oui, je l'ai fait goûter à pas mal de gens du coup avec qui on fait des soirées avec Simon. Et du coup en disant ça, Ah oui, ce ouais, sodabi, le sodabi, machin, c'est ouais. l'alcool de palme, Ouais. etc. Normalement, je crois qu'en commerce il est à 45 degrés, mais Oui, le c'est- artisanal il est pas à 45 le degrés, local qui loin de compte. là. Exactement. Et du coup c'était vraiment ça. J'avais dans des petites bouteilles en verre. Ouais. Ah bah voilà, C'était rigolo. ouais. Ah ouais, sodabi. Ouais. J'ai C'est très peu rare de personnes. connaître le sodabi. Ah, Ouais. bah c'est très local en France. Enfin, c'est pas du tout un alcool qu'on connaît, Ouais. même. sur Oui, qu'on a je voté, suis pas sûr que ça comme passe beaucoup des normes. Non, non. Sinon, question de l'invité précédent, qui était Marc. Où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans, personnellement et professionnellement? J'ai pas de vision très précise de là où je serai dans 10 ans. J'ai toujours beaucoup aimé l'enseignement, donc j'exclus pas de le faire à plein temps un jour. Donc d'occuper un poste de prof. J'aimerais bien à l'université ou en école, plutôt post-bac. Mais j'exclus pas du tout parce que je sais que c'est un truc qui me plaît vraiment. Pour l'instant, c'est un à côté. Mais j'aime bien. Et j'aime bien le contact avec les élèves, etc. Je me vois idéalement à Lyon. Donc là, ça fait 10 ans que je suis à Paris. Je pense que c'est encore un peu tôt pour partir parce que je suis convaincu que c'est vraiment une très très belle ville pour les premières années de la vie active, quoi, puisque quand tu peux sortir, quand tu peux faire plein de choses. Mais après, pour s'installer, peut-être en ayant une vie de famille, etc., je me vois plus à Lyon sur le long terme. Surtout si tu fais de la BD, il faut quand même avoir un peu des thunes de côté. Et Paris n'est Ouais. peut-être pas forcément Bah, l'endroit où c'est le moins cher, quoi. ouais, puis je pense que moi j'ai pris aussi l'habitude de grandir dans une maison, dans un grand appart, avoir un petit appart parisien, bah Pas top. c'est pas top. Et encore moi c'est très bien parce que globalement ce que je fais dans mon appart c'est parfait, mais Oui, je me dis sur si la tu commences à avoir des culture. enfants en appart, enfin j'ai beaucoup de mal à imaginer la vie comme ça. Et après surtout enfin je trouve personnellement qu'on a vraiment beaucoup de chance d'être une génération qui a le télétravail. Et du coup, il y a moins de raisons d'être attaché à une seule ville. Donc j'aimerais bien me dire, j'ai fait ma période à Paris, et maintenant je peux redécouvrir Lyon ou une autre ville avec les soirées libres sans prépa ou colle ou devoir à préparer. Et voilà. Donc j'aimerais bien. Donc où je me verrais, je me verrais à Lyon, peut-être sur un poste d'enseignant ou un truc comme ça.
Et, Et voilà. Et j'aurais beaucoup progressé en tennis. Partie des 5 sens? Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. Le son le plus insupportable? L'ASMR et je sais pas si c'est un son. L'ASMR et un ongle contre un tableau à craie, un tableau noir. Le Là, c'est classique, vraiment- il revient Ah ouais, toujours. L'ASMR, des fois, il est dans les trucs que les gens aiment bien. Oui, forcément. pas la SMR, Ouais. le truc sur les craies là. Ah ouais. Bah, pour moi, c'est pire que ongle sur carrosserie. Ah, sur carrosserie, c'est rare carrosserie. Souvent c'est ongle sur, sur Ça, on a tableau. tous eu justement. un maître ou une maîtresse. Et le son le plus relaxant? J'aime beaucoup le son de la pluie. Pour le coup que j'ai qu'on a eu tout supprimé. à l'heure, qui a été supprimé Ah, par violemment. contre, j'étais très court en effet. Le son de la pluie, ouais, j'aime bien. La pluie contre un Velux avant de s'endormir. Classique. Ça Tu revient n'es pas assez original classique. pour l'instant. Je compte le nombre de réponses originales. Pour l'instant, tu as 0. Quel plat, aliment ou boisson détestes-tu alors que la majorité des gens aiment bien? J'aime pas du tout les burgers. Oh. Ouais. Original. Écoute, j'aime bien. On C'est le très met en original. place. Ouais, c'est un truc. Ouais, j'aime vraiment pas les burgers et c'est dur à expliquer en société puisque les gens adorent les surtout, burgers. oui, c'est surtout, peut-être C'est quoi, c'est le aliment le moins clivant. en fait? En fait, j'aime pas le. En fait, c'est une longue histoire. On a 10 minutes. Donc fais gaffe. Non, mais à la base, quand j'étais petit, mes parents nous avaient amené, mais c'était un peu un autre rêve avec mon petit frère chez McDo. Et le jour où on va chez McDo, on est un peu déçus. Et le soir, il y a un scandale. Vous étiez peut-être un peu jeune. Mais... le gars du Quick qui était avec son père, non? Et pas de mort. Non, le truc avec les vomitifs. Alors, non, c'est un On truc. essaye de deviner. C'est un nouveau jeu. Tous les soirs, je regardais le journal Le télé scandale McDo. avec mes parents. Et du coup, là, on voit vraiment un burger dans lequel, dans le burger, il y a une souris. Donc, il y a que de la souris qui de la viande, passe. c'est de la prot. Il y avait vraiment eu ça? Il y avait vraiment eu ça. Ils montraient la souris et le burger. La souris et le burger, un gros zoom et tout. Enfin, du coup, j'ai gardé cette image en tête. Et suite à ça, j'ai pas mangé de burger. Déjà parce qu'on n'en faisait pas à la maison, mais ensuite, du coup, j'en ai pas mangé jusqu'à, je pense, la prépa. Ouais. Où là, j'avais mon budget à gérer et du coup, tout le monde allait au McDo, donc je suivais. Mais au McDo, je prends toujours des nuggets. Ouais. Et après, donc, j'ai pas pris l'habitude d'en manger. Et après, souvent le mélange viande rouge fromage, j'aime pas trop. Ouais. Et j'aime pas trop les sauces dans le burger. Mais je pense que c'est aussi des trucs que j'ai reconstitués après, parce que j'associe toujours cet aliment à une souris morte. Bon, bah, voilà. C'est vrai qu'après le nugget, c'est pas mal, parce que même s'il y a la souris, elle est broyée et tout machin. Donc... On va partir sur 5 ans de psychanalyse pour régler, pour que tu aimes le burger. Donc, Non, burger, j'en mange jamais. Les seules fois où j'en mange, c'est soit au resto, en dévitalisant complètement le truc. Donc, je dis, est-ce que vous pouvez enlever le fromage, la mettez-moi sauce, juste le machin? la salade. Ouais, c'est ça. Et que je mange en décomposé, mais voilà. Et pour rester sur les goûts culinaires, ta Madeleine de Proust? Ma Madeleine de Proust, c'est alors, comment expliquer ça? Est-ce que vous voyez les petits, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc, je pense que c'est Kinder, c'est une sorte de truc de boîte avec 2 compartiments, il y a du Nutella, il y a des petits... Ah, c'est les Kiri, mais avec du Nutella. Ouais, des Kiri avec du Nutella. Voilà. Ça, j'adore. Ça, c'est mon samedi midi. Quand j'étais petit. Ouais, en fait, on faisait notre devoir le samedi midi. Et une fois que les devoirs étaient faits, Ça fait le droit à ça, 10h, 11h, on avait le droit à ça. Et là, c'est trop bien. Et après, il y a la version Deluxe avec de l'ice tea à côté. Ou un truc comme ça. Ah oui, du coup, genre, il y a le petit bac d'ici aussi. Genre, et le Nutella et l'ice. Ouais, c'est clairement ça. La chose la plus désagréable à regarder? Une base de données. Une base de données. Juste avec des lignes Excel. J'en peux plus, là. Surtout la ligne 160, elle me casse les pieds. Ah ouais, un programme non commenté. Ah oui. Pour les petits, pour déchiffrer. Comprendra qu'il faut. Je suis plutôt d'accord avec cet homme, surtout si tu n'arrives pas dans le truc. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. La question d'après est marrante, parce que du coup, c'est devant quoi pourrais-tu te poser des heures? Bah, du coup, il y a devant le Un code que tu programme dois non déchiffrer. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes bien regarder, que tu pourrais te poser devant des heures? J'aime bien les grands tableaux Renaissance où tu peux regarder quand il y a personne. En fait, avec mon travail d'avant, j'avais accès au Louvre, donc je pouvais y aller vraiment. J'y allais 15 minutes quoi pour voir un truc et je repartais et je pouvais rester très longtemps. Quelle odeur te révulse alors qu'elle est généralement plutôt appréciée?
Euh, Alors, l'inverse, j'aurais pu répondre facilement. Tout ce qui est, je sais pas si c'est vraiment une odeur, mais réglisse, un peu. Ouais, je sais pas s'il y a beaucoup d'odeurs, mais Ouais, odeur anisée. Les gens n'aiment pas aussi la réglisse tout court. Ouais, c'est pas très client. Mais... Ta réponse est refusée. Mais vraiment, je l'aime pas accepter. C'est pas évident, en vrai. C'était quoi l'inverse? L'inverse, c'est j'aime bien l'odeur de l'essence. Oui. Et là, du coup, quand on voyage au Bénin, il n'y a pas de station essence, c'est des gens qui rechargent, qui mettent directement oui, un jerrycan d'essence dans le réservoir. Et j'aime bien l'odeur. Mais du coup, l'odeur de l'essence a été déjà dite. Oui, parce que je pense que ça a été dit aussi, mais les feutres, c'est lié. Oui, j'avais fait. Après, on est parti sur la colle UU, les feutres, tous les trucs que tu sniffes quand t'es jeune. Mais du coup, l'odeur que tu apprécies le plus? Je pense c'est pareil, c'est très classique, l'odeur d'un gâteau au chocolat qui cuit. Surtout celui de ma mère. Ouais, ça j'adore. La cuisine en général, ouais. La sensation la plus pénible? Alors la sensation la plus pénible, je pense que c'est pour moi. Oui, c'est pour toi. Tu vas pas faire celle de ta sœur ou de ton frère. C'est quand j'ai un truc à faire que je dois absolument faire, mais que j'ai plein de petits trucs qui viennent perturber ça. Où je sais que j'ai quelqu'un qui t'envoie une notif, un petit message, ouais, voilà, un message ou une micro-tâche qui en soi prend 5 secondes à faire, mais qui se cumule, et du coup avoir le sentiment de pas avancer et ça m'arrive régulièrement. Il y a une journée qui passe, j'ai rien fait. Oui. Ça, j'aime pas du tout. T'aimes pas le fait de pas avoir réussi à finir ta tâche, grosse tâche que tu devais faire. Ouais, voilà, ça, j'aime pas trop. Et après, il y a le sentiment le plus horrible de tout, moi, que je trouve, qui me fait quasiment pleurer, c'est quand je reprends mon saxo. Et tu pleures. Et que j'essaye de jouer des partitions que je savais jouer à 10 ans, où j'ai encore les respirations mises par mon prof de saxo, les petits commentaires, les aides et tout. J'essaye de jouer 20 ans plus tard. Et j'y arrive pas du tout. Et je me dis, comment? Et ça, c'est extrêmement énervant. Je me dis, j'ai fait d'un instrument. J'ai su jouer ça quand j'avais 10 ans. Je l'ai fait en audition dans un théâtre devant plein de gens. Et là, je suis incapable de sortir un son correct. Et c'est pour ça que tu as eu un gap où tu as arrêté un peu le saxo, ou t'as pas... Ouais, j'ai arrêté. En fait, j'ai arrêté au lycée. Et du coup, régulièrement, je veux m'y remettre. Mais quand je m'y remets. Mais c'est trop peu fréquent. Il y a trop d'espace entre les trucs. Et il faudrait reprendre le coup d'entrée, me réinscrire en cours, en fait, retravailler, tout simplement. Ouais. Et c'est le sentiment de devoir réapprendre un truc que j'ai su faire quand j'étais enfant. Je trouve que j'ai l'impression d'avoir complètement régressé. Ça m'énerve au plus haut point. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pendant le confinement. J'étais au bord des larmes. Mais quoi? C'est pas possible. Il y a un jeu... La musique, ça pardonne pas. Il y a un jeu vidéo qui est sorti. Alors, je sais plus, je crois que c'est saxophone, mais c'est peut-être trombone ou un truc dans le même style, tu vois. Où c'est vraiment le jeu de trombone, t'as une partition et tu dois vraiment, je crois que c'est avec ta souris, suivre les notes. Et en fait, dès que tu es un tout petit peu écarté, ça fait une fausse note, mais régulière, tu vois. Et du coup, ça donne des chansons connues avec le son du trombone ou du saxophone qui est quand même très un peu déjà rigolo. Enfin, c'est un son assez marrant. Et le fait que les gens jouent, mais fassent souvent et presque tout le temps des fausses notes, ça rend les trucs hilarants parce qu'en plus ça va de plus en plus vite. Le mec essaye de suivre et de ça, et c'est vraiment genre, je mettrai peut-être le truc en description, mais c'est vraiment genre, tu regardes 20 minutes d'un mec qui essaye de faire du saxophone ou du trombone avec ça, et je trouve ça assez hilarant parce que vraiment la fausse note est vraiment bien retranscrite. Le saxo, il y a la fausse note, il y a aussi la qualité du son. Okay. Où tu joues et tu peux avoir un son dégueulasse, tu peux avoir un son qui grésille, tu peux avoir voilà, enfin bref, c'est horrible. Et l'activité manuelle la plus satisfaisante? Alors moi, dans les trucs que j'aurais pu vouloir avoir comme compétence, c'est les activités manuelles, parce que j'aimais bien, mais j'en fais plus du tout, et là je suis vraiment nul dans toutes les activités manuelles, donc de manière générale, elles sont pas apaisantes pour moi. Non, je pense la cuisine, je dirais. Okay. Quand j'étais petit, je faisais des crocodiles en perles dans ma grande jeunesse, et ça, je trouve que c'est assez apaisant. Ouais. En Scooby-Doo, non? En fait, tu prends. Ah non, en perles, vraiment? Ça ressemble un peu à des Scooby-Doo, mais t'as une sorte de fil nylon. Ok. Et après, tu passes les perles une par une. Et en faisant des combinaisons, tu fais une forme, quoi. D'accord. En volume, un peu en 3D. Et ça, donc, pour le coup, moi, ça m'apaisait beaucoup parce que t'as un plateau avec plein de perles.
t'es obligé de les prendre. Aujourd'hui, je pense que je ne fais pas avec mes doigts, mais tu les prends à l'unité, tu mets les mets, ton tu aiguille mets- dans le fil, c'est une sorte de couture un peu. Et ça, c'était assez apaisant. On arrive à la fin du podcast. Et bah parfait, c'était bien sympa. Fin du podcast. Non, c'était apprécié. Tu étais plutôt à l'aise devant le micro. C'est la première fois que après t'as fait des dédicaces encore ou pas pour ton- Pas trop. Je suis au tout début, j'ai fait quelques interviews, mais c'est plutôt des zooms. Ensuite, qui donnent lieu à des petits articles, des choses comme ça. Monsieur Ongo. Ongo, c'est ça? On va, pas loin. Onvo, pardon. Monsieur Onvo. Votre livre, il dénonce. Non, mais ok, bon, c'était très cool. Moi, Ouais, en tout cas, c'est un super format. Bah écoute, C'est la première fois que je fais parce que je parle pas en plus, donc les gens de mon entourage trouvent que je parle trop, ce qui est encore en plus accentué par le fait que Simon ne parle pas du tout, ne parle très peu. Du coup, ça fait vraiment genre bascule. C'est la bonne équipe. Enfin, En vrai, c'est ça, c'est comment on est complémentaires. On cherche pas tous les deux à avoir la parole. En fait, c'est moi qui pose cette question cette fois, et comme il pose toutes les questions. Et très bien. Et écoute, on se retrouve. Ah si, quel est le mot on se finit toujours sur. Je demande la question à l'invité, à tout le monde, même à Simon, même à moi. Le mot qui vient par la tête, le premier, là, direct, sans réfléchir. Pluie. Simon. Ordinateur. Prostate. Je sais pas pourquoi. T'as envie d'aller aux toilettes. Ok. Exactement. Je l'avais glissé. Et sur ce, prostate, ordinateur et pluie, nous allons terminer ce podcast. On vous dit à la prochaine fois. Ciao. À bientôt. Ciao, merci.